à tous. Avant de lancer le replay du live qu'on vient de faire sur Twitch, un mot sur les problèmes de connexion. La fois dernière, j'ai eu pas mal de problèmes de connexion. J'ai dû finir sur le téléphone. J'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube par rapport à ça. Alors, pareil, hein, je m'excuse d'avance. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo avant le lancement du replay. Il y aura, de mon côté en tout cas, il y aura pas mal enfin pas mal, un petit peu de problèmes de son. Vous verrez, donc quand vous voyez qu'il y a des petits problèmes de son, n'hésitez pas à avancer. C'est juste ma partie à moi en fait. En ce qui concerne Alex et Yacine, tout se passe bien. Donc ensuite, j'ai discuté avec la personne qui gère l'application qu'on utilise, pardon. Donc effectivement, ça vient pas du tout de la connexion Internet ni de l'ordinateur. Parce que l'ordinateur est neuf en fait. C'est peut-être juste une question de compatibilité entre l'application que j'utilise et le nouvel ordinateur que j'ai acheté. Donc c'est pas du tout une question de connexion parce que je suis en fibre, tout va bien. Et d'ailleurs, on peut vérifier la connexion avant de lancer le live, elle était plutôt bonne. Donc même pour celui-ci, malheureusement, j'aurai quelques problèmes de son. Donc vous n'hésitez pas à avancer. Pour le reste, que ce soit les analyses d'Alex de Castro, notre invité, et de Yacine, tout va bien. Voilà. Donc je tenais à m'excuser par avance avant que vous regardiez, comme ça au moins vous serez pas surpris. Donc il y a quelques passages effectivement où on m'entend moins, où ça grésille un peu. Ensuite vers la fin, j'ai pris mon téléphone parce que c'est pas tout le long, hein. Parfois on me voit bien, on m'entend très bien. Mais là pour le coup c'était vraiment des problèmes de son, ça va s'arranger évidemment. On est en train de travailler dessus. Et normalement pour les prochains numéros, j'utiliserai un téléphone pour qu'on n'ait plus ce genre de soucis. Voilà, donc je tenais par avance à m'excuser. Je vous souhaite une bonne rediff et je vous promets que la prochaine fois, il y aura plus de soucis de son, c'est promis. Merci les amis et puis bon visionnage. Ciao. Ce 215e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain, qui débriefe aussi ses matchs. Bon, là, il n'y a pas de match, évidemment, mais on va revenir d'une part sur la liste de Didier Deschamps, qui a été dévoilée hier à 20 heures pour la Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu incessamment sous peu. Et en deuxième partie, on va aussi revenir, parce qu'on l'avait fait rapidement la dernière fois, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On parlera des forces et des faiblesses du Bayern de Munich, et puis on évoquera aussi avec notre invité les autres groupes et puis voir qui sera finaliste. Et en toute fin de podcast, on dira un mot sur le match qui aura lieu dimanche à 13 h face à Auxerre. Dernier match avant la Coupe du Monde. Il risque d'y avoir pas mal de turnover pour économiser et surtout éviter des blessures à certains joueurs. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mes acolytes du jour. C'est mon invité, mais vous le connaissez déjà. Il fait partie quand même de la famille Par United. Il est venu souvent nous voir et on aime bien son expertise. C'est Alex de Castro. Salut Alex, comment ça va? Salut Yacine, toujours un grand plaisir de vous rejoindre. C'est vrai que je commence à être un habitué maintenant, c'est bon. Plus besoin de me présenter. T'es quasiment un chroniqueur, Alex. Quasiment, quasiment. Tu supportes pas le Paris Saint-Germain, mais nous, on aime bien aussi avoir des avis extérieurs. Toi, ton cœur balance plutôt pour Nice, C'est vrai. mais on aime bien aussi avoir des avis d'autres supporters. Et puis mon deuxième acolyte, hein, c'est fidèle au poste, le coach Yacine Amnet. Salut Yass. Salut à tous. Alors toi, Yass, ça te démange de parler de la liste de Didier Deschamps. On va y arriver assez rapidement. Je pense qu'Alex aussi, il y a pas mal de choses à dire. Ah bah Quelques là, il y a de surprises. quoi faire, il y a à boire et à manger avec la sélection d'hier là. Pff. Exactement. Je vais saluer aussi tous les gens qui sont sur Switch. Je vois, il y a Chris, il y a Mbaku First, mon ami Djibril, il y a Duroy, il y a Fed Forever. Je m'y ferai jamais au pseudo sur Twitch, hein. Je m'y ferai jamais. C'est toujours un délire les Euh, pseudos sur Twitch. Autant sur ah, YouTube, les mais, gens, comme c'est les comptes Gmail, du coup, t'as souvent les noms, prénoms, tu vois. Autant sur Twitch, les mecs, ils se font plaisir. mais Euh, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Crocodile, ça on le voit souvent. Anissa FC, Mehdi Fouad, voilà, bienvenue à tous. Et je salue aussi, parce que je le fais rarement, je salue aussi les gens sur YouTube qui nous regardent en replay ou ceux parfois aussi qui viennent en live sur Twitch. Donc je vous salue. On salue tous les auditeurs de YouTube qui mettent beaucoup de commentaires et c'est toujours un plaisir de vous lire. Oui, on fera aussi de temps en temps des lives sur YouTube. On vous l'avait promis à l'époque, sauf que là, comme on vient de lancer Twitch, on essaie d'en faire un maximum sur Twitch et évidemment qu'on en fera quelques-uns sur YouTube. Juste, Donc je lirai vos commentaires au fur et à mesure. Oui. je suis obligé de lire ce commentaire parce qu'il est magnifique. C'est par rapport au dernier podcast. Donc il y a Ouais. Fabrice 1977 qui dit: Je me suis huilé le corps en costaud, Hmm. mais Nico n'est pas là.
Oui, parce Ambiance bizarre ici quand même. alors, il faut expliquer à Alex Ouais. on s'était moqué un peu de Nicolas parce qu'on avait parlé de Danilo. Ok. Et Nicolas, dans son argumentaire, disait qu'il aimait bien les joueurs costauds. Donc Hmm. évidemment, nous, on est rentré dans la brèche. On pensait qu'il parlait d'un fantasme. Donc voilà. Et puis là, ils ont tous mis à le tailler, le pauvre Nico. Et je crois même qu'il a Ah, reçu quelques il aime bien DM, les quelques statues grecques, propositions. quoi. Tu noteras qu'il aime bien les joueurs costauds portugais, Alex, toi qui es d'origine portugaise. Ouais, mais Si t'en je connais suis pas quelques-uns à très nous grand et je suis pas présenter. très costaud, donc ça va, je suis à l'abri. Comme je vous le disais, on va parler de la liste de Didier Deschamps qui est tombée hier. Je ne sais pas si Yacine, on peut avoir Ouais, le, ouais. le, le petit visuel pour pouvoir le commenter. Je vais commencer avec toi, Alex. Voilà, la liste est sous les yeux, donc je vais la lire, hein. Donc pour les gardiens, Areola, désolé les amis, ça commence. Ouais. Fofana, Gendouzi, Mbappé et Les gars, prenez des subs, là, faut que Mousse se prenne la fibre, là, c'est plus possible. Ah merde! Alex, j'allais dire, ton ressenti sur la liste, il y a effectivement. Bah, moi, au milieu de terrain, et je pense qu'il a fait avec ce qu'il avait à disposition, t'enlèves Pogba et t'enlèves Kanté, bah, au final, ouais, c'est à peu près ce qui reste. On peut quand même discuter de Verretou. Bon, quand on voit son début de saison à l'OM, mais en même temps, pour mettre qui de réellement mieux, tu vois, si c'est après, tu vas aller chercher qui Benjamin André, Enzo Lefebvre, bon, tu vois, c'est pas non plus des mecs qui vont te donner des garanties au niveau international, même si on les aime bien quand on aime la Ligue 1, tu vois. Donc, bon, ça me semble des choix assez logiques. Moi, c'est plus derrière où je me pose des questions. Quelle mouche a piqué Didier Deschamps? Est-ce que Didier Deschamps s'est fait piquer sa femme par un arrière latéral? Je pose la question parce que partir au combat pour un mondial avec un seul arrière latéral de métier, Théo Hernandez, il y a un truc qui cloche. Moi, je veux qu'on m'explique. Oui, notamment, ouais, c'est vrai que notamment, on peut parler de l'absence de Lucas Digne, de Ferland Mendy du Real, Yacine. Et, donc, il semblerait qu'il ait abandonné la défense à 3, hein, Didier Deschamps, pour revenir sans doute à un 4-3-3. Pareil, comme Alex, t'es un peu surpris, Yacine, ou finalement, connaissant Didier Deschamps et son fameux pragmatisme, ça t'étonne pas plus que ça. Malheureusement, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et en plus, quand tu entends sa conférence de presse après, tu es encore moins surpris. Voilà, repasser à 4. Comme d'habitude, 4 défenseurs centraux qui vont faire la ligne de 4 défenseurs. Donc, s'adapter sur les côtés. À la Coupe du Monde avant, c'était Lucas Hernandez et Pavard. Voilà, là, tu auras peut-être Koundé, tu auras peut-être Saliba qui peut se retrouver latéral. Voilà, bon, de toute façon, c'est du Didier Deschamps. Fait rêver, hein. Après, moi, ce qui me fait rigoler, en fait, et je vais essayer d'être clair pour pas que les gens interprètent trop. Le milieu de terrain. Alors, il manque Pogba et Kanté. Pas de problème, c'est deux joueurs importants. Et effectivement, il y a beaucoup de pays, tu leur enlèves deux joueurs importants comme ça, c'est compliqué pour tout le monde. Maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on m'explique depuis 20 ans que la France forme des cracks par milliers et que la relève est là et que de toute façon, il n'y a pas de problème, il y a plein de joueurs. Alors moi, quand je vois le milieu de terrain, je suis désolé, c'est pas un milieu de terrain de niveau Coupe du Monde. Voilà. Alors après, encore une fois, ça ne veut pas dire que la France ne va pas gagner la Coupe du Monde, que tu ne peux pas gagner avec cette équipe-là, hein. La Coupe du Monde, c'est 7 matchs. C'est aussi une question d'envie. C'est aussi une question de collectif, entre guillemets. Voilà, si tu fais le taf, tout le monde est dans son rôle, tout le monde se donne à fond. Ça peut passer avec n'importe qui. Le Costa Rica qui fait quart de finale au Brésil, je pense que la moitié des gens ne peuvent pas citer 4 joueurs du Costa Rica. Et pourtant, ils font quart de finale. Donc,
C'est pas ce que je dis. Je dis pas que la France part et avec ce milieu de terrain-là, c'est foutu. Moi, je dis juste qu'on m'explique que la France forme les cracks par milliers, par wagons. Quand je vois le milieu de terrain, excusez-moi, je ne vois pas des cracks. Voilà, je vois des très bons joueurs. Je vois des joueurs après, on peut. Alors, Verretou, évidemment que c'est la question de tout le monde. Bon, tout le monde sait qu'il a changé d'agent, tout ça. Donc après, vous en faites ce que vous voulez de ces infos-là. C'est qui l'agent maintenant? C'est Vassiliev. Ok. Vassiliev et dont le fameux. Alors, j'ai oublié son nom, le mec de la Sécu qui bosse avec Deschamps. Travaille avec Vassiliev. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Il y a des hasards partout dans la vie. C'est comme Je Rongier crois qui est pas que c'est la capitaine. Sécu, Yacine, hein. Il bosse pas dans la Sécu, je crois, hein. Ou Je suis intendant, plus très enfin bien. bref, je sais plus. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. C'est ouais, super voilà. intendant plutôt. Mais Voilà, je crois c'est qu'il a comme quitté, hein. Rongier. Il a pas quitté la FFF d'ailleurs depuis. Non, il est toujours là, je crois. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, il y a toujours des ramifications. C'est comme Rongier, capitaine de l'OM, titulaire indiscutable, qui est dans la boîte d'agents de Longoria. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Après, chacun fait ce qu'il veut avec les infos. Il y a quand même des choses bizarres. En tout cas, voilà, moi, cette liste, devant, c'est très fort. Il y a rien à dire. Derrière, bah, tu n'as que des défenseurs centraux, donc tu sais ce que tu vas faire. Puis au milieu, bah, il se passera ce qui se passera, quoi. Pour parler de la défense, Alex, pour toi, la ligne de 4 qui sera titulaire, alors il y aura forcément les frères Hernandez, je pense, sur les côtés et en charnière centrale, parce que Varane, il est sélectionné, mais bon, il revient de blessure, ça a été un peu juste. Kimpembe, pareil. Donc on se pose aussi la question pour la charnière centrale. Bon, il y a toujours Pavard, hein. Mais selon toi, Didier Deschamps, il va démarrer avec qui pour ce premier match? Bah, c'est compliqué en fait, c'est compliqué parce que il faudrait qu'on ait aussi plus de précision sur l'état physique de chacun. Tu vois, par exemple, tu vas chercher un Konaté alors qu'il a joué 2 matchs de PL cette saison. Donc j'imagine que si tu le prends, c'est parce que tu as eu des garanties sur son état physique. Mais si tu le prends contre vents et marées, est-ce que c'est pour le faire jouer absolument? On ne sait pas. Saliba qui fait un super début de saison là avec Arsenal dans la continuité de sa saison avec l'OM, tu dis bah pourquoi pas également, tu vois. Varane, qui est pas mal hein, au final cette saison avec Manchester United. Il avait eu un petit peu de mal sur les premières journées, mais depuis, c'est très très bien repris. Tu sais que Deschamps aime bien avoir aussi ses cadres. Il aime bien avoir sa logique de groupe bien respectée. Déjà, il perd Pogba, il perd Kanté, il perd déjà 2 gros tauliers. Je pense que c'est compliqué pour lui de se passer d'un Raphaël Varane. Si physiquement ça tient, je pense qu'il mettra Varane en priorité. Et je mettrais peut-être une pièce quand même sur Saliba. Je mettrais quand même une petite pièce sur Saliba pour l'accompagner. Je pense que c'est le genre de joueur que Deschamps apprécie. Son état physique ne pose absolument aucune question. Son état de forme ne pose aucune question en termes de performance non plus. Je pense que ce serait le choix le plus logique, ma foi, hein, parce que tu l'as dit, Kimpembe, bah, voilà, on ne sait pas trop dans quel état il est exactement non plus. Lucas Hernandez revient de blessure avec le Bayern. Ça fait même pas 2 semaines qu'il a repris la compète. Et Pavard qui tout d'un coup repasserait dans les bonnes grâces pour jouer défenseur central, qui je pense est un poste qui lui convient beaucoup mieux, il serait beaucoup plus intéressant à ce poste-là, j'y crois pas des masses. Je pense que s'il fait ce choix de ne pas prendre de latéraux, c'est parce qu'il veut continuer avec Pavard arrière droit. Et en vrai, il nous parle de la défense à 4, mais faut pas l'exclure en fait, la défense à 3 avec 2 pistons. Parce que la défense à 3 avec Pavard piston droit, il l'a déjà fait. La défense à 3 avec Kingsley Coman piston droit, il l'a déjà fait. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'il nous le ressorte du placard, hein, ce schéma-là. Donc à voir, hein. Sur Saliba, je sais pas si tu es d'accord, Yacine. Après, on sait que Didier Deschamps aime bien partir avec des certitudes. Normalement, la charnière centrale, c'est Varane, Kimpembe. Kimpembe non, est sélectionné. On a peu d'informations hein, sur son état de forme. Je sais pas d'ailleurs si dimanche il sera dans le groupe pour le dernier match. Mais est-ce que tu penses que Didier Deschamps, il peut, voilà, en fonction des états de forme des uns et des autres, changer comme ça et mettre Saliba, qui a finalement peu de temps de jeu avec l'équipe de France, Yacine? En fait, il le fera s'il n'a pas le choix. Faut pas oublier que dans cette liste, Deschamps, il aime bien aussi les groupes où il y a allez, 14, 15 joueurs et puis des remplaçants qui ne vont pas lui casser la tête parce qu'ils veulent être titulaires. Et ça, c'est important aussi parce que je pense que la concurrence, en fait, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que s'ils considèrent que Varane et Kimpembe peuvent démarrer et qu'ils sont aptes, c'est eux qui démarreront parce que Deschamps, il aime ses certitudes, il a ses cadres, comme tu as dit, Alex. Il n'est pas trop pour faire changer les choses.
Et donc, à partir de là, c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a des, il y a des joueurs Saliba, par exemple, je ne le vois pas, moi, démarrer, sauf évidemment, si Varane n'est pas prêt. Voilà, je pense que c'est ça la clé. Si tous les joueurs, si Deschamps considère dans 10 jours, là, 10-15 jours, euh, on va dire que les 25 là sont aptes à jouer, bah, en fait, il n'y aura pas de surprise. La seule, voilà, après, il y aura peut-être concurrence enfin, concurrence, ouais, entre Lucas Hernandez et Kimpembe pour être le deuxième défenseur central gauche. Voilà, mais il n'y aura pas de réelle surprise si tout le monde est apte. Euh, et voilà, donc je pense qu'il y a cette idée d'être d'abord solide, de repartir avec Pavard latéral. Et un mot sur Klose aussi, tu vois, il avait beaucoup pris Klose. C'est pour ça Ouais. aussi que moi, je pense que l'option à 3 derrière, elle peut arriver parce qu'à un moment donné, il n'a pas le choix, mais que dans sa tête, elle est vraiment, c'est le plan B à l'extrême. C'est-à-dire que si tu ne prends pas Klose, parce que dans la tête de Deschamps, Klose, c'est un vrai piston. Ce n'est pas un défenseur de défense à 4. Donc, en gros, pourquoi le prendre puisque je suis parti dans l'idée de défendre un 4. Et je pense que c'est ça le vrai truc. Il a dit aussi que la défense à 3, c'était bien dans l'animation, il y a eu des choses bien, mais il y avait trop de déséquilibre. Voilà. Donc, je pense réellement que la défense à 3, pour moi, là aujourd'hui, hein, dans l'état actuel des choses, après, il peut tout se passer d'ici 15 jours, mais dans l'état actuel des choses, je pense que la défense à 3, c'est vraiment le plan en cours de match. Si à un moment donné, il y a du coaching à faire et que voilà, ou si à un moment donné, bah, tu as des blessés malgré tout et que tu n'as plus le choix. Mais je pense que c'est vraiment une dernière option. Il est dans sa tête parti sur un 4-3-3 avec notamment, par exemple, un Rabiot qui va être un peu utilisé dans le rôle de Matuidi. Voilà, des choses comme ça, quoi. Des choses qu'il connaît et qu'il sait faire. Sur le live, on en parlait la dernière fois, il y a, alors il s'appelle ouais, Denis qui dit je suis peut-être trop pro-parisien, mais quand on voit qu'on a Verretou au milieu, pourquoi il n'aurait pas été possible de voir Mukele à la place de Pavard? Alex, pardon. Bah, il joue pas assez. Tout simplement, il joue pas assez. Et même quand il jouait beaucoup avec Leipzig et qui cartonnait, il le prenait pas. Il préférait prendre Léo Dubois. Donc je pense que Mukele, c'est un profil qui parle pas à Didier Deschamps. C'est pas un joueur qu'il doit apprécier. Et là, en étant remplaçant au PSG, ça risque pas de changer les choses, hein, tout simplement. Après, Mukele, je crois qu'il a quoi? Il a 2 sélections, 3 sélections en équipe de France, Yass, hein. Ouais, un truc comme ça, ouais, il n'en a pas beaucoup de toute façon. C'est ça, hein. Mm. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres. Alors, Verretou, on touche le fond du fond. Manque plus que Rongier. Et là, c'est le pompon, nous dit Steph Bernardo. C'est vrai que quand tu prends Guendouzi et Verretou, pourquoi pas Rongier finalement? Sur la défense, j'essaie de voir s'il y a d'autres commentaires. Je pense que la liste n'est pas finie, surtout avec Varane et Kimpembe incertain. C'est vrai que la liste définitive, messieurs, ce sera le cas. Non, je crois même que c'est. Ouais, mais je pense que tu peux la changer, en fait, je crois, jusqu'à 24 heures du premier match, un truc comme ça. Ouais, ouais. Il y a pas de match amical avant le. Ah bah non, de toute façon, ils ont tous le rythme, hein. Ça, il y aura pas de souci, hein. Ouais, c'est ça, hein. Après, c'est sûr que pour Ah, les ça va être. automatismes, tout ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que si tu leur Ouais, rajoutes encore un match physiquement, les mecs, ils vont pas arriver frais, hein. ouais, ça va être que de la pure préparation. On a parlé de la défense, hein. Un mot aussi sur le milieu de terrain, même si on en a déjà parlé. Après, en fonction. Ils sont partis pour être titulaires, Alex, hein. Les 2 sont partis pour être titulaires, ça serait la logique des choses. Maintenant, on n'est pas à l'abri, comme l'évoquait Yacine tout à l'heure, qu'un Rabiot puisse jouer sur un côté dans un rôle à la Matuidi et que Deschamps recompose un duo Tchouaméni-Fofana, le duo monégasque par exemple, ou un duo Tchouaméni-Camavinga, puisque c'est aussi un duo madrilène, tu vois, histoire de trouver des automatismes. On sait aussi que très souvent, la clé de la réussite dans les sélections, c'est d'utiliser des joueurs qui jouent ensemble en club et qui ont déjà des automatismes. Comme ça, toi, tu n'as même plus besoin de les travailler. C'est pour ça que très souvent, par exemple, l'Allemagne a des très très grosses équipes parce que généralement, tu as toute la colonne vertébrale du Bayern et quelques cracks d'autres équipes. Bon, le travail est déjà fait à 50% quasiment, tu vois. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une solution comme ça. Yacine, sur le milieu de terrain de l'équipe de France. Bah, sur le milieu, vous avez compris que de toute façon, on ne va pas créer. Ça va être béton, ça va courir. Voilà, ça Ouais, va ça veut dire que défendre. tu voulais, Yass, tu voulais Savanier peut-être pour.
Oh non, malheureusement, avec Deschamps, je ne m'attendais pas du tout à un joueur comme ça. Mais Mais t'aurais voilà, pris après, qui, c'est toi, Deschamps. sincèrement, de plus créatif et de plus intéressant? C'est une vraie question, il n'y a pas d'ironie, hein, je précise. Mmh. Non, mais il y a en fait, le truc, c'est que de toute façon, tu avais rien préparé. C'est-à-dire que tu pas de jou enfin, je redis ce que je répète 1000 fois, mais les gens ne veulent pas le comprendre. C'est, en France, on fabrique des milieux de terrain, au même profil, c'est-à-dire costaud, ça court, ça récupère des ballons, ça joue plutôt simple. De temps en temps, tu as un Pogba qui sort du lot parce que techniquement et cetera, mais c'est toujours les mêmes profils. Donc finalement, des créateurs, tu en as pas beaucoup. Et quand on a, bah oui, je pense que c'est un peu limite aujourd'hui dans la progression. Par exemple, Enzo Lefebvre, très bon joueur. Moi, j'adore ce joueur. Mais de toute façon, il n'a jamais été appelé. Tu ne peux pas le lancer comme ça d'un coup sur une grande compétition. Yacine, Savanier, c'est pareil. Vas-y, Mousse. ouais, juste sur le live, parce qu'on pose la question, tu me donneras ton avis aussi, Alex. On parle de Griezmann au milieu, Oh, ah, devant deux milieux. Est-ce que pour vous c'est jouable ou pas du tout? Yas. En Griezmann en 10, quoi. Oui. Mais le bah, problème, Andy, c'est c'est que. ce qu'il fait toujours. Ça, c'est pas une Voilà. nouveauté. C'est son rôle depuis des années. Même à l'Euro 2016, il jouait déjà dans ce rôle-là. C'est pas le souci. Là, après, il y a le fantasme du oui, mais il joue à Atlético, donc il peut jouer 8. Mais non, ça, c'est un espèce d'énorme raccourci. Avec son gabarit, et en plus, il est cramé depuis 2 ans, voire même 3 ans. Si tu le mets vraiment dans un rôle de relayeur, de récupérateur, il explose le pauvre. Ça, j'y crois absolument pas. Yacine, pareil. Ouais, après, de toute façon, Griezmann, lui, il fait toujours les efforts. Donc, c'est pas une question de positionnement. De toute façon, Deschamps, il va partir avec trois vrais milieux défensifs. Bon, en tout cas, allez, un défensif relayeur. Et après, Griezmann, il fera le quatrième parce que de toute façon, Griezmann, il aime ça aussi. Il aime courir, il aime aller tacler, etc. Donc, voilà, ce sera le quatrième. Mais jouer à deux avec. Enfin, ouais, 2-6 et un 10, ça voudrait dire en plus trois attaquants. On va se calmer, hein. Deschamps, c'est pas le festival, hein. Il va pas jouer avec quatre offensifs comme ça. Mais alors, du coup, qui pour accompagner soit Tchouaméni, soit avec Rabiot? Ce serait quoi? Bah, Ce serait Fofana. Kamavinga, comme Moi, l'a dit Alex? moi, je pense que ce sera Fofana ou Guendouzi, avec un avantage pour Fofana, dans le sens où ce qu'a dit Alex, c'est vrai. Il a déjà joué avec Tchouaméni. Voilà, ils ont des repères, donc il peut partir avec ça. Et en plus, Fofana, c'est aussi plutôt milieu défenseur. Il se projette moins, par exemple. Guendouzi, c'est un joueur qui court beaucoup, qui aime bien aller un peu partout et des fois un peu même n'importe où. Et du coup, je pense que c'est. Voilà, Deschamps, il va. Moi, aujourd'hui, si je devais poser la compo de Deschamps, je mettrais Tchouaméni, Fofana et Rabiot dans le rôle un peu de Matuidi, troisième milieu, un peu côté gauche. Voilà. On nous parle aussi c'est pas Pepe Max qui nous parle de Ndombele à la place de Verretou. C'est vrai qu'Ndombele, bon après voilà, il fait ses dernières saisons, il a été prêté à Lyon la saison dernière, c'était pas forcément un succès. Cette année, je crois qu'il est prêté à Naples. Ndombele pour vous, parce qu'il connaît l'équipe de France aussi, mais non, c'est pas une solution, Alex. Non, c'est ça. En fait, c'est juste là, pour le coup, on est vraiment dans la culture de l'instant. Tanguy Ndombele, c'est un joueur qui plaît toujours parce que quand il est dans un bon jour, c'est quand même un joueur assez virevoltant, assez spectaculaire parce qu'il a vraiment des grandes qualités, mais il joue toujours comme un espoir. C'est toujours un mec qui manque de rigueur tactique, c'est toujours un mec qui s'éparpille sur le terrain, qui fait les efforts une fois sur trois. Bon, tu peux pas compter sur ce genre de mec-là. Et en plus de ça, là, en ce moment, il joue à Naples. Mais de base, c'est le remplaçant de Zambo Anguissa. C'est parce que Zambo Anguissa est blessé que Ndombele arrive à enchaîner les matchs depuis quelques semaines. Mais sans ça, il chauffe le banc à Napoli. Donc là, on est un peu dans la culture de l'instant. Et puis, c'est vrai que c'est un nom quand même assez connu. C'est un nom qui parle au grand public. Tu te retrouves avec des joueurs comme Vertu. Tu te dis, pourquoi pas Ndombele plutôt. C'est sûr que sur le papier, ça vend un petit peu plus de rêve. Mais en vrai, si tu dois partir à la guerre, c'est pas avec Ndombele que tu pars, quoi. Bon, je te pose la question, Yacine, si je connais la réponse. Mais surtout connaissant Didier Deschamps, c'est-à-dire Didier Deschamps, enfin, à un moment donné, ok, la technique et tout, mais lui, il a besoin de soldats, il a besoin de mecs qui vont pas te planter. Et Ndombele, le problème, c'est que il est capable de te sortir un match de fou, comme il est capable de complètement passer au travers, de pas courir, de jouer qu'avec le ballon. Donc, ça n'intéresse pas Deschamps, ce type de joueur. Ouais. Il y a beaucoup de points de Ndombele sur le live. On me dit, il y a Julien qui me dit Ndombele titulaire indiscutable dans la meilleure équipe d'Europe, Naples, sans doute un supporter napolitain. Euh, S'il le était milieu, c'est supporter le napolitain, désert. il sait qu'il n'est pas indiscutable.
Oui, après déjà. tu connais ce contexte, c'est pas forcément objectif, tu vois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ndombele il joue avec Anguissa, Anguissa, c'est ce que disait, mais pas à sa place. Ndombele pourrait apporter un peu de folie au milieu de terrain, plus que Verretou en tout cas, nous dit Pep Max. Euh, Non, mais Deschamps, il veut ah, pas de il folie. y a- Ouais, on nous parle aussi de Benjamin Bourigeaud. Il y a voilà, peut-être des Rennais qui veulent. Et j'ai vu aussi passer dans le chat, j'ai pas vu le nom. C'est vrai que Nkunku, je me rappelle au tout début quand je crois que c'était Tuchel qui l'avait, je sais plus si c'est Tuchel ou Emery, qui parfois le faisait aussi jouer dans un milieu relayeur. Maintenant, on sait que c'est un véritable attaquant, il joue sur une ligne d'attaque. Mais Nkunku, vous, non? Pareil, ça vous parle pas dans ce milieu à 3? Mais non, mais en fait, c'est pas assez. Pour moi, le problème, c'est que Deschamps, il n'est pas dans cette idée de jeu. C'est-à-dire que Nkunku, dans un Je milieu. relaye juste, Yacine, hein, me Ah gronde ouais, je pas. sais, je sais. Non, non, mais je sais. Mais Nkunku, dans un milieu à 3, tu vois, type Real Madrid, type même PSG et tout, il n'y a pas de problème. Mais Deschamps, il n'est pas dans cette idée du foot. Deschamps, il est dans l'idée du foot. D'abord, une ligne de 4 très solide, un milieu à 3 qui protège bien la ligne de 4, qui est d'abord là pour défendre, etc. Et les 3 de devant qui font la différence. Et Nkunku, il peut entrer, par exemple, dans ce milieu à 3 si demain, contre le Danemark, par exemple, tu as besoin d'une victoire et que tu es à 0-0 peut-être et qu'il y a besoin un peu de créativité à 30 minutes de la fin, 20 minutes de la fin. Mais démarrer comme ça avec Nkunku dans les 3 du milieu, mais même pas en rêve. Bon, Alex, j'imagine que tu es d'accord. Ouais, je suis assez d'accord, j'ai du mal à l'imaginer. Je pense qu'effectivement, il va revenir sur son 4-2-3 classique et que Nkunku sera en balance avec Griezmann pour un rôle derrière l'attaquant. D'ailleurs, à ce propos, moi, je suis plutôt partisan de voir Nkunku titulaire, vu sa forme avec Leipzig là, depuis pas mal de temps maintenant, euh, et vu la forme de Griezmann à peu près aux mêmes périodes en plus. Pour moi, Nkunku devrait passer devant. Ce serait beaucoup plus logique et ce serait mérité en tout cas pour lui parce que vraiment, il a une sacrée progression, ce gamin. C'est quand même très fort. C'est une très bonne transition parce que j'allais finir par faire l'attaque de l'équipe de France. Logiquement, Alex, je te laisse la parole, hein. On Ok. devrait avoir le trio Benzema, Griezmann et Mbappé. T'en as qui militent aussi pour Giroud parce qu'effectivement, Giroud, il met ses matchs qui est sélectionné. Ouais, totalement. Ouais, ouais, on peut garder cette idée de trio devant avec un Nkunku légèrement en retrait et Benzema qui attaquerait le côté gauche d'une attaque à deux et Mbappé le côté droit. Moi, honnêtement, je trouverais ça hyper intéressant. Mais un peu comme pour Varane, avec la perte de Kanté et de Pogba, je pense que Griezmann sera titulaire envers et contre tout, puisque Deschamps aura besoin de lui parce qu'il sait que c'est un de ses cadres. Ça a toujours été un de ses tauliers sur son mandat. Et je pense que ça continuera ainsi, ou alors il faut vraiment qu'Nkunku frappe un énorme coup durant la phase de poule pour vraiment forcer à Deschamps à bousculer un peu cette hiérarchie. Moins bien avec l'Atlético. Mais est-ce que tu es d'accord avec Alex quand on voit l'état de forme d'Nkunku, est-ce qu'il mériterait pas, ou même d'un Giroud, hein, pourquoi pas un Giroud, hein. Moi, je pense que déjà, il y aura aucune surprise. Que Giroud, le problème, c'est que moi, je pense pas que les antécédents, ce soit un problème entre Giroud et Benzema. Je pense plus que qu'est-ce que tu fais. Si tu mets Giroud, il faut que tu enlèves un des trois autres. Donc, ce ne sera pas Benzema. Mbappé, je pense que c'est pareil. Donc, ce sera Griezmann. Et Griezmann, le problème, c'est que Deschamps, c'est son petit chouchou, quoi. Voilà, il joue tout le temps. Il a enchaîné, je sais plus, il a un record, il a dû enchaîner 64 ou 65 matchs en équipe de France d'affilée, etc. Voilà, donc il n'y aura pas de surprise. Giroud, il est là pour rentrer en cours de jeu ou pour pallier à une absence sur blessure. Mais Deschamps, il n'y a jamais de surprise avec Deschamps, en fait.
Vous pouvez regarder toutes les compétitions, les compos, vous pouvez les faire 72 heures à l'avance avant les matchs. Il n'y a aucune surprise, sauf un prévu de dernière minute, comme une blessure. Voilà, c'est tout. Ouais. Nous, on t'entend bien, mais ouais. Ouais, après nous, c'est peut-être parce qu'on passe par le Ouais. logiciel de streaming et peut-être qu'après sur Twitch, c'est plus compliqué, je sais pas. Juste le groupe, Yacine, le groupe de l'équipe. Ouais. On va affronter l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Alors peut-être normalement la France devrait passer haut la main ce groupe. Il n'y a pas d'excuse là avec le tirage qu'ils ont eu. Ah oui, si tu regardes le groupe, normalement, tu dois terminer premier, même si on sait que le Danemark, ça peut toujours être très chiant à jouer. Australie, Tunisie, on le sait que, en tout cas, sur le papier, c'est en dessous. Après, pareil, t'es jamais à l'abri d'une surprise. C'était Australie, ça peut être totalement le genre d'équipe en Coupe du Monde qui te fait chier sur une phase de poule, ou même Tunisie, on sait jamais. C'est des équipes au plus qu'on maîtrise un petit peu moins. Mais normalement, la France doit faire respecter son titre, son statut de favori, de champion en titre. Mais attention, est-ce que après t'as pas la petite malédiction aussi, quoi, le champion au titre qui sort, qui sort dès la phase de poule. On connaît, hein, on se souvient quand même de l'Allemagne récemment qui sort contre la Corée. Bon, vu l'état de forme de l'équipe de France, vu l'échec de Didier Deschamps à changer de système de jeu, parce qu'au final, c'est vrai que depuis la dernière compète, il essaie de mettre en place un nouveau système de jeu un petit peu plus offensif, tout ça, mais on voit que ça ne prend toujours pas. Donc il va être obligé de revenir en arrière, de revenir un petit peu à ses fondamentaux, mais est-ce que ça va marcher? Plus, on l'a déjà dit, l'état de forme des joueurs, l'état de forme physique, l'état de forme au niveau des performances également, tout ça. Et il y a tellement d'incertitudes que tu n'es pas à l'abri d'une petite catastrophe industrielle. Bah, moi, j'aurais dit pareil, parce qu'en plus, je crois que depuis 98, le champion du monde, il sort en phase de poule, Ouais, la sauf fameuse malédiction, ouais. ouais, sauf le Brésil en 2006, après 2002. Mais bon, après, c'est vrai que quand tu vois le groupe, il faudrait quand même une catastrophe pour pas passer ce groupe. Maintenant, il y a aussi ce que tu vas faire dans ce groupe, parce que la phase de groupe, c'est une phase un peu à part, le vrai gros match, même si, faudra respecter, la Tunisie, l'Australie et cetera, comme d'habitude, hein. Mais le vrai gros match, c'est le Danemark, et ça va aussi conditionner ce que tu vas faire derrière et qui tu prends derrière. Alors je me rappelle plus des 8e au cas où, mais voilà, en gros, c'est quand même un peu le match charnière de ce que tu vas proposer, parce que finalement, tu pars quand même avec un milieu de terrain, que ce soit Tchouaméni, Fofana, etc. Quel que soit le milieu de terrain, tu pars avec un milieu de terrain qui n'a pas de certitude. Voilà, qui n'a pas de grande compétition, donc il n'y a pas de vécu ensemble. Donc, c'est là aussi où ça va te permettre. En fait, tu vas te jauger réellement pendant la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça la vraie interrogation de l'équipe de France et de Didier Deschamps aujourd'hui. Merci de coach. Je laisserai Yacine 2 minutes le temps de le faire et on verra ce que ça donne. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas sur la liste de Didier Deschamps et sur la prochaine Coupe du Monde. On voulait aussi aborder, parce que la dernière fois on l'avait fait rapidement, puis c'est bien qu'Alex soit là, il nous donnera aussi son avis. Donc sur le tirage de la Ligue des Champions, le PSG hérite du Bayern de Munich. On en avait parlé rapidement à la fin du dernier live, après le match Lorient-PSG. Donc là, il y a le tirage complet. On dira un mot sur les autres groupes. On voulait parler, Alex, du 11 type, même si vraiment, il n'y a pas vraiment de 11 type au Bayern, parce que ça tourne énormément. Ouais. Lors du dernier match, Alex, je crois que c'était contre le Werder de Brême, c'était mardi. Voilà, victoire de 6-1. Ils ont pas plaisanté le Bayern, 6-1 contre le Werder, c'était mardi. Je crois que c'est le match où d'ailleurs s'est blessé Sadio Mané. Voilà la dernière compo. Donc il y a Neuer au but, Pavard ou Upamecano en charnière centrale, Mazraoui, Hernandez. Au milieu, on a Kimmich, Goretzka comme d'habitude. Et ensuite, on a Moussiala, Gnabry, Sadio Mané. Et en attaque, on a Choupo-Moting. Alors, il faut savoir que La Muller révélation Choupo, incroyable. ouais,
Et Muller n'était pas disponible, parce qu'il revient de blessure, mais sinon ça tourne. On va essayer de prendre ligne par ligne. Déjà, la défense centrale. Est-ce que c'est celle-là qui joue tout le temps, Alex, toi qui dois suivre un peu plus que moi le Bayern Munich? Là, on a Pavard, Upamecano, et sur les côtés, on a Mazraoui et Hernandez, mais possible que Pavard et Mazraoui, parfois, ça peut changer aussi. Et ça, c'était l'avant-dernier match, du coup. Je sais plus contre qui, je crois que c'était Schalke ou une équipe comme ça. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà sur la ligne défensive comparée à celle du PSG? Est-ce que pour toi, c'est plus fort, Alex? Alors, j'ai pas envie spécialement de m'attarder sur les profils. Je pense pas que ce soit tant ça la clé du match. Parce que effectivement, le Bayern et le PSG, en termes de dynamique, c'est des équipes assez similaires. C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui ont un énorme potentiel offensif devant et qui ont quelques soucis derrière. Je vois juste une différence entre ces deux équipes. Elle est globale. C'est que du côté du Bayern et de Nagelsmann, c'est une tendance, c'est un parti pris. C'est un parti pris, c'est ce qu'aime faire Nagelsmann. Il adore jouer full offensif. Il nous a déjà sorti du Gnabry piston droit. Enfin voilà, lui, tant qu'il marque plus de buts que l'adversaire, il est content. Et d'ailleurs, c'est ce qui commence à lui être un petit peu reproché du côté du Bayern. Des fois, on a un petit peu du mal à le suivre. Mais lui, c'est un parti pris et c'est calculé. Alors que du côté du PSG, vous confirmerez ou vous affirmerez après, c'est vous les spécialistes. Mais moi, du côté du PSG, je vois surtout une équipe qui se cherche encore. C'est-à-dire que Christophe Galtier, ce qui est étonnant de la part de Christophe Galtier, a lui aussi un peu pris ce parti de d'abord s'occuper de l'attaque, de trouver la meilleure cohésion possible pour les trois de devant, et les trois de devant se régalent. Au milieu de terrain, ça se régale également avec Vitinha, avec Verratti. Il les a très vite mis en place, ça marche très très bien. Mais par contre, d'un point de vue défensif, non pas forcément par rapport aux joueurs qui sont là, mais d'un point de vue défensif, on sent que c'est encore très friable. Alors là, on a eu ce passage à 4 derrière pour ajouter un milieu de terrain, notamment Fabien Ruiz, qui montre de belles choses, Fabien Ruiz, mais qui lui non plus ne t'apporte pas cette densité physique et cette rigueur défensive qui te manque au milieu de terrain. À la limite, il faudrait peut-être remettre Danilo, je ne sais pas. Mais il te manque toujours ça. Donc du coup, on voit un PSG qui se cherche et un Bayern qui assume complètement. Donc moi, je vois ce match-là très équilibré en soi, mais je donne quand même un favoritisme au Bayern, on va dire du 55-45. Je pense que du côté du Bayern, c'est un petit peu plus rodé et mieux assumé en tout cas. Merci, Alex. Bah, bonne question, hein, Yacine, hein. Quand tu prends la ligne défensive du Bayern et tu prends celle du PSG. On peut aussi parler des latéraux, hein. Tu me diras un mot aussi, Alex, sur les latéraux. C'est vrai qu'il a dit, hein, comme l'a dit Alex, hein, le Bayern, c'est ultra offensif. Il n'hésite pas à monter, à jouer très très haut sur le terrain. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour Paris, et notamment avec la vitesse d'Mbappé. Mais sur la ligne défensive, qu'est-ce que tu en penses, Yas? Est-ce que selon toi, le Bayern, c'est plus fort quand même? Il y a plus de certitude, il y a plus de complémentarité. Et c'est vrai, comme l'a dit Alex, voilà, Paris en défense se cherche. Paris subit quand même pas mal d'occasions, encaisse pas mal de buts. De ce côté-là, qu'est-ce que tu en penses? C'est du 50-50, Yas, ou il y a un léger avantage pour le Bayern? Mais en fait, alors déjà, il n'y a pas plus de complémentarité parce que De Ligt est arrivé cette année et que ça tourne beaucoup. On a vu là Upamecano Pavard, des fois c'est Upamecano De Ligt, des fois c'est De Ligt Hernandez, des fois, enfin voilà, il y a beaucoup de changements et de toute façon, c'est aussi ce qu'aime Nagelsmann, c'est-à-dire que ses équipes, c'est rarement la même compo 3 matchs d'affilée. Donc, il joue des fois à 2, des fois à 3. Et les latéraux, bah oui, des fois c'est Pavard, des fois c'est Mazraoui, c'est pas le même profil. Donc il y a plein de choses dans ce que fait Nagelsmann. Il y a ce qu'il veut proposer avec son équipe, il y a aussi l'adversaire, il y a le contexte du match, il y a les absents. Bref, il y a plein de choses. Et en fait, l'équipe du Bayern, tu peux pas dire par exemple contre Paris, alors déjà on est dans 2 mois, donc on verra ce qui va se passer à la Coupe du Monde, mais même si on était à une semaine, tu peux même pas dire la charnière qui jouera, c'est celle-là, si tout le monde est en forme, parce que Nagelsmann, il peut proposer plein de choses. Et effectivement, ce que dit Alex, c'est vrai, à savoir qu'en fait, eux, ils ont un déséquilibre qui est assumé. Et c'est ça toute la différence. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, eux, ils ont un gardien qui sait jouer très haut, à la différence du PSG. Donc, tu peux laisser des espaces parce que derrière toi, tu sais que tu as un gardien qui va jouer en dehors de sa surface, qui est capable d'aller couper des passes, de la profondeur, gérer la profondeur. La deuxième chose, quand tu assumes ce principe de jeu-là, c'est que aussi tes défenseurs vont, quoi qu'il arrive, défendre en avançant, puisque c'est assumé. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, ouais, d'abord, est-ce qu'on doit gérer la profondeur, est-ce qu'on doit être solide? Non, de toute façon, nous, on doit défendre en avançant parce que c'est ce que nous demande le coach. Donc, tu le fais aussi. À partir de là, tu as un bloc qui est beaucoup plus compact.
Donc cette ligne défensive, en fait, elle est un peu la clé, mais pour moi, c'est pas là que le match va se jouer parce que déjà, tu as plein de profils différents et que suivant les profils qu'il alignera, on verra ce qu'il veut faire, notamment entre le match aller et le match retour. Mais aussi parce que il n'y a pas de. Enfin, tu vois, par exemple, on va prendre le cas Upamecano. Upamecano, si pour ceux qui regardent le Bayern régulièrement, il y a des matchs où tu vas te dire ah ouais, ah, franchement, c'est solide quand même, c'est pas mal et tout. Et puis il y a des matchs où tu vas te dire Upamecano, c'est quand même limité, c'est quand même. Enfin voilà. Donc, si tu veux, j'ai pas moi de certitude, à part pour moi De Ligt, qui, pour moi, intrinsèquement, c'est lui le meilleur. Maintenant, après, il faut aussi trouver des automatismes, etc. Il vient d'arriver. Mais j'ai pas de certitude en me disant s'il y a Upamecano, ah, ça va être un jouable parce que le mec, c'est solide, ces trucs. Non, Upamecano, il passe aussi au travers parce que le Bayern a un jeu qui t'expose. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi, malgré tout, parce qu'il était un peu blessé et il a toujours un peu de problèmes, avec cette ligne de 4, il y a quand même l'interrogation de Neuer. Parce que quand le Bayern joue avec Neuer ou sans Neuer, c'est quand même pas le même Bayern. Oui, d'ailleurs, je voulais aussi vous poser la question sur les gardiens. Alors, effectivement, d'ailleurs, il n'est plus à présenter, hein, un excellent gardien, bon, mais maintenant un petit peu âgé. Nous, c'est un peu le contraire. On a un bon gardien en la personne de Donnarumma, mais jeune, peut-être avec un peu moins d'expérience. Ça aussi, ça peut jouer, Alex, et notamment dans l'esprit des défenseurs. Bah, c'est sûr que Donnarumma aujourd'hui, c'est beaucoup moins rassurant qu'un Manuel Neuer. Ça, c'est une évidence. Il t'apporte beaucoup moins de sérénité, que ce soit dans la cage ou que ce soit dans le jeu au pied. Ça, c'est absolument évident. Je sais pas vous, mais moi personnellement, le nouveau Buffon, je le vois toujours pas. Je suis toujours pas persuadé qu'il soit meilleur que Keylor Navas à l'instant T. Je comprends que ce soit une opportunité de marché et qu'à long terme ce soit payant, mais pour moi, Donnarumma, vous l'avez payé cher la saison dernière et cette saison, honnêtement, c'est guère plus convaincant. Donc clairement, si on fait un duel de gardiens, là, je suis clairement en faveur de Manuel Neuer sur ce côté-là. Il y a pas trop de doute. Sur un mot sur les latéraux, alors, parce que le Galtier joue avec vraiment toujours les mêmes latéraux quand ils sont pas blessés. Parfois, il fait tourner un peu, mais en règle générale, c'est Mendes et Hakimi. Par contre, Yacine, côté Bayern, ça peut évoluer, hein. Ouais, on peut avoir du Hernandez, on peut avoir du Davies, on avait oublié le Canadien, il me semble. Euh, il y a du Mazraoui, Pavard peut aussi jouer latéral. Comment tu vois les choses, étant donné que nous, voilà, à part Bernat, qui est vraiment le remplaçant naturel de Mendes, à droite, c'est plus compliqué pour nous, Yass. Ouais, c'est clair. Bah, le Bayern, ils ont alors doublé les postes, entre guillemets. Après, le truc, c'est encore une fois, le Bayern peut faire plein de choses. Alors que le Bayern, déjà, bon, Davies, on sait très bien que c'est d'abord un contre-attaquant hein, et un joueur avec des très grosses compétences offensives. Le truc, c'est que le Bayern peut faire aussi autre chose, c'est-à-dire que le Bayern peut partir à 3 et jouer avec 2 joueurs de couloir qui sont pratiquement des attaquants, comme il l'a fait avec Coman et Gnabry des fois. Donc en fait, il y a pas de, on peut pas encore une fois dire voilà, ce sera comme ça. Par contre, je pense quand même qu'on va prendre aujourd'hui, puisqu'on est à 2 mois, donc pas la peine de dire ouais, dans 2 mois tu t'étais trompé, on verra ce qui se passera, les blessés, etc. Mais par exemple, je pense qu'au match aller, on peut plus voir par exemple un Pavard latéral au Bayern que de partir tout de suite avec un 3-5-2 avec Coman et Gnabry sur les côtés parce que tu as 2 matchs à gérer. Parce que Paris a aussi des forces offensives et que le Bayern peut très bien se dire voilà, d'abord, ce premier match, il est à gérer dans l'intensité, dans rester en course, etc., pas s'exposer tout de suite. Donc, peut-être partir avec une idée plus défensive, entre guillemets, dans les profils sur le match aller. Et après, en fonction de ce résultat-là, bah, partir sur autre chose. Ce qui est sûr, c'est que en termes de nombre, le Bayern est plus armé que le PSG sur les côtés. Voilà, ça, c'est sûr. Parce qu'on voit bien, par exemple, Mukele, quand il joue sur un côté, c'est quand même compliqué. Voilà, il est moins à l'aise que quand il est dans l'axe ou quand il est dans le troisième axial d'une défense à 3. Voilà, le Bayern a quand même des latéraux qui sont très bons, et notamment offensivement. Donc voilà, donc, je pense que de ce côté-là, le Bayern est un peu plus armé que le PSG en termes de concurrence ou en termes de profil et de ce qu'il peut faire. Sur le chat, il y a Denis qui nous dit le Bayern est très fort dans son championnat parce que beaucoup d'équipes n'ont pas de rigueur défensive des équipes de Ligue 1. Quand elles se savent inférieures, comme par exemple quand les équipes de Ligue 1, quand elles affrontent le PSG, c'est un peu ça, quoi, Alex.
Oui, oui, bon, ça devient impensif. Bon, ça n'empêche pas que ce soit, foncièrement vrai. Mais oui, effectivement, on sait que pour le Bayern, c'est un petit peu plus facile de performer et de coller des gros scores parce qu'ils sont dans un championnat où, là encore, on en revient au parti pris, où on veut proposer avant tout un spectacle. Tu as peut-être une équipe, tu as 2-3 équipes de temps en temps qui, elles, vont un peu à contre-courant, type l'Union Berlin, par exemple, qui d'ailleurs fait un très bon début de saison là, qui est sur le podium. Mais globalement, en Allemagne, oui, c'est tout pour l'attaque, avant tout. On Juste, a ouais, juste un truc. En fait, bon, ça c'est vrai, on le connaît, le championnat allemand, de toute façon, c'est aussi la révolution allemande entre 98 et 2004 qui a amené un championnat plus ouvert pour être attractif parce que c'était le cahier des charges mis en place par la fédération allemande, notamment la DTN, sur le développement des nouveaux joueurs, moins athlétiques, plus joueurs. On voulait du spectacle. Et d'ailleurs, en Allemagne, vous allez en Bundesliga 2, c'est 28 000 personnes de moyenne au stade, c'est pas pour rien. On vend un spectacle en plus des résultats. Mais ce poncif-là, il a quand même ses limites. Le Bayern, c'est pas comme si, par exemple, en 2020, quand ils battent le PSG en finale, ils font que des victoires. C'est pas comme si cette année, ils font 6 sur 6 en poule. Donc moi, je veux bien qu'on nous explique que le Bayern est très fort parce que c'est la Bundesliga, sauf que cette année, par exemple, c'est pratiquement, je crois, avec le PSG et Naples qui ne doit pas être très loin, la meilleure attaque de la phase de groupe de Ligue des Champions. Et pourtant, ils avaient un groupe où il y avait l'Inter, il y avait le Barça. Alors, ok, c'est pas le grand Barça, mais c'était l'Inter, le Barça. Enfin, je veux dire, ok sur la Bundesliga, mais il ne faut pas réduire le Bayern à ça. Le Bayern, c'est parce que aussi, c'est une vraie force de frappe. Je veux dire, sur les 10 dernières années, ils prennent 2 Ligues des Champions. Voilà, c'est pas juste de dire ouais, il s'éclate parce que c'est la Bundesliga et qu'en Ligue 1, ce serait pas pareil. Non, non, il y aurait peut-être un peu moins de buts, mais ce serait pareil. Euh, il y a Fabrice qui nous parle d'Upamecano, qui nous dit Upamecano, c'est notre Kimpembe, capable du pire comme du meilleur. Ouais, il a pas tort, hein, je pense Pas que faux. ça, vous êtes plutôt d'accord avec ça. Redil Sauvage qui nous dit faut pas oublier l'aspect psychologique et la faculté de nos joueurs à se chier dessus, pardon pour l'expression. Les gars, d'où ma question, où est le coach mental? Euh, Ouais, bah Ouais, écoute, ils en avaient parlé en début de saison. C'est vrai que pour les matchs à élimination directe, une préparation mentale serait peut-être pas trop pour les Parisiens, même si encore on le répète, hein, le PSG a éliminé déjà le Bayern, les a battus en phase de poule. Est-ce que pour vous c'est nécessaire ou pas forcément, Alex? Bah, après, c'est un peu le rôle du coach, quoi. Savoir gérer ses joueurs, les motiver, les galvaniser dans les matchs compliqués, c'est le rôle du coach. Après, Christophe Galtier, c'est plutôt un meneur d'hommes. Ça a toujours été l'une de ses grandes qualités. C'est quelqu'un qui est aussi assez ouvert de mémoire à tout ce qui est justement intervention de la psychologie dans son management. Je crois qu'il y a un psychologue, non, dans le staff du PSG aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Non, Non? enfin, ils parlaient d'un préparateur mental en début de saison, Ok. mais il n'y a pas eu d'annonce dans ce sens. Alors peut-être qu'il est venu, ils l'ont peut-être pas annoncé, hein, mais a priori non, il n'y a pas de il y a pas de préparateur mental. Alors, est-ce qu'il faudrait rappeler Yannick Noah, Yacine? il faut pas dire ça à Luis Fernandez, il n'aime pas quand on dit ça. Euh, le problème du préparateur mental, c'est qu'entre les grèves et tout, il a du mal à arriver à trouver le coin des loges. Mais non, en fait, c'est encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce club, à l'intersaison, il y a plein d'idées, plein de bonnes volontés, de refonte, de restructuration, de passage de cap. Et puis finalement, au fur et à mesure, le début de saison démarre. Tu es là, tu es premier, tu as 5 points d'avance, tu as 11 points sur le quatrième. Et tu te dis, bah, ouais, finalement, le préparateur mental. Et puis quand tu arriveras à l'huitième de finale, eh ben, tu te diras, c'est trop tard. Moi, je pense réellement qu'il y en a besoin dans le sens où, ce que dit Alex, c'est vrai sur le côté, c'est le coach. Mais en fait, le coach, le truc du préparateur mental, justement, c'est pas la motivation et tout. C'est de pouvoir, en fait, à un moment donné, sortir d'une psychose sur des faits de jeu qui se sont passés et qui t'ont traumatisé. Et que les joueurs. D'ailleurs, Galtier l'a dit la semaine dernière en conf de presse. Je trouvais ça intéressant. Il dit je parle avec les joueurs. Maintenant, les joueurs, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas tout me dire à moi. Et ça, c'est ça l'intérêt du préparateur mental. C'est qu'un Pas joueur, il bête. peut très bien dire au préparateur mental ouais, c'est vrai, quand on prend un but, je sens tout de suite une nervosité, je ne suis pas bien parce que je me dis ça recommence. Si Marquinhos, demain, on va prendre Marquinhos, parce que son début de saison n'était pas bon et tout. Marquinhos, s'il dit ça à Galtier, bah, en fait, Galtier va se dire ok, je ne peux pas avoir confiance en lui. C'est-à-dire qu'au premier but, je dois me méfier. Alors que Marquinhos, il a un préparateur mental qui est à l'intérieur du club, mais qui n'échange pas. Il faut savoir que les préparateurs mentaux, en général, ils n'échangent pas avec les coachs.
C'est vraiment un espace individuel pour eux. Ça peut être aussi collectif d'ailleurs. Mais c'est que les joueurs. Et là, Marquinhos, il peut dire au préparateur mental, ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, je me sens tendu à ce moment-là du match. Et là, le préparateur mental, il va lui donner des clés pour justement sortir de cette psychose, de ce stress, de cette tension. Voilà. C'est ça qui est important dans le préparateur mental. Et quand on prend les derniers parcours du PSG, force est de constater qu'il y a des moments clés dans les matchs que Paris ne peut pas gérer. Voilà. Et qu'il y a des joueurs qui ont vécu plusieurs matchs comme ça. Donc moi, je pense que le préparateur mental est vraiment important de ce côté-là. Voilà. Après, s'ils considèrent qu'ils n'en ont pas besoin, voilà. Il y a Pastoratif 118 qui dit le coach mental, c'est comme le fameux conseil de supporters promis par Nasser, et j'imagine que donc voilà. Et il y a quelqu'un qui a rebondi sur ce que tu disais, Yacine. C'est Emilio Boudoni qui lui dit dans leur refonte de la formation allemande, la disparition des Stern Tanks les pénalise. Je sais pas du tout ce que c'est. Et Storm Tank, qu'est-ce que Ouais, je ne c'est que sais pas ça? non plus. Ah Je bah ne sais écoute, pas non plus. on doit avoir affaire à un spécialiste de la formation. Bon, écoute, Amigo, tu nous expliqueras dans le chat. Rapidement, on va englober le milieu de terrain et l'attaque du Bayern, comparé à celle du PSG, à voir ce que va faire Galtier, hein, est-ce qu'il va revenir à une défense à 3 avec un milieu à 2, etc. En tout cas, du côté du Bayern, Alex, voilà, c'est incontournable, hein, Goretzka, Kimmich, avec peut-être devant Müller, c'est très très fort, c'est du très très haut niveau, et ça peut faire mal. Ah bah là, hein, on est sur une vraie armada au milieu de terrain. On sait que c'est extrêmement, extrêmement solide. La paire Kimmich-Goretzka, on est quand même pas loin de ce qui se fait de mieux actuellement dans le top niveau. Moi, je suis très très fan. À la limite, ce qui pourrait être intéressant pour le PSG, c'est que Goretzka se blesse. On sait que lui, c'est quelqu'un qui a beau être très grand, très costaud, tout ce que tu veux, mais qui peut avoir tendance à se blesser et qui est fondamental. C'est quelqu'un qui est assez fondamental. D'ailleurs, si tu prends le match aller du Bayern contre le Barça, il y a un match avec Goretzka, il y a un match sans. Mm. Jusqu'à la 60e ou 50e, je ne sais plus à quel moment il rentre. Le Bayern prend complètement l'eau, se fait tourner par le Barça. Heureusement pour eux, le Barça ne concrétise pas. Et derrière, Goretzka rentre. Ça y est, terminé. L'équipe se remet à jouer à haute intensité, les ballons sont récupérés beaucoup plus haut sur le terrain et derrière, ça gagne. Tu retrouves le vrai Bayern. La clé, pour moi, c'est plus Goretzka. Il est vraiment essentiel à cette équipe-là. Les gens ont un peu tendance à le réduire à un bodybuilder, mais c'est quand même un joueur assez exceptionnel. Après, voilà, devant, tu as du choix. Il y a toujours la question du numéro 9. La question du numéro 9, là, bon, là, en ce moment, voilà, tu as la sensation Choupo-Moting. Mais bon, après, c'est vrai que aussi que quand tu as une telle équipe qui joue avec de tels joueurs, un tel collectif et un tel parti pris vers l'offensive, même un mec comme Choupo-Moting, si tu lui donnes un petit peu de temps de jeu, un peu de régularité, peut s'éclater en fait. C'est aussi ça la grosse différence. Alex, c'est vrai ce que tu dis, c'est différent de jouer avec, par exemple, Sadio Mané à la pointe de l'attaque et avec Choupo-Moting. C'est quand même deux styles différents. Déjà, Choupo-Moting, il y a la taille, les centres, ça peut, enfin, le jeu sur les côtés pour Choupo-Moting, ça peut peut-être mieux lui convenir. Sadio Mané, c'est peut-être plus un jeu à l'intérieur, un peu comme le fait le PSG. Normalement, avec un Sadio Mané en forme, c'est lui qui devrait être titulaire, Alex. Je suis, Puis après, je tu me donneras suis ton même avis. pas sûr. En fait, si Sadio Mané revient de sa blessure, qu'il est en forme, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses en plus, hein, d'ici ce huitième de finale. Et effectivement, il doit être titulaire, Sadio Mané, mais pas en numéro 9. Pour moi, le Bayern s'est planté en allant le chercher. Ils se sont dit: «Ah bah, c'est bon Sadio Mané en 9 là, il a joué 9 à Liverpool, c'était pas trop mal». Sauf qu'à Liverpool, il connaissait le club par cœur, il connaissait l'équipe par cœur, donc il arrive à s'en sortir. Là, honnêtement, quand on a vu Sadio Mané en 9, alors certes, après c'est Sadio Mané, c'est un joueur d'exception, donc il arrivera toujours à te caler quelques buts et à te faire quelques belles actions. Mais tu le voyais qui se marchait dessus, notamment avec Thomas Müller, où les mecs faisaient exactement les mêmes courses, se retrouvaient dans les mêmes zones et se percutaient. Sadio Mané, c'est pas un neuf. C'est pas un neuf, c'est pas un faux neuf. Pour moi, ça ne colle pas. Choupo-Moting, ça vend moins de rêves sur le papier, c'est moins doué, c'est pas un phéno, mais par contre, c'est un vrai neuf. Le profil correspond mieux. Donc, moi, ça me choquerait pas que même si Sadio Mané est disponible, que le titulaire en neuf, ce soit Choupo-Moting et que Sadio Mané soit à un poste qui lui convient mieux, c'est-à-dire sur un côté ou peut-être même derrière l'attaquant. Après, il y a tellement de possibilités au Bayern et Nagelsmann, il aime bien, hein, de toute façon, il permute. C'est pas quelqu'un qui est figé et qui remet à chaque fois le même 11.
Bah, Yacine, la même question, hein, d'abord sur le milieu, puis après tu pourras aussi enchaîner sur l'attaque. De toute façon, au Bayern, c'est très très lié. Et rappelez quand même que c'est le PSG qui a relancé Choupo-Moting, hein, qui était à Stoke City et qui était voué à descendre en Ligue 2. Le gars, on lui a refilé une carrière, hein, les mecs. Hein. Ah, il fait 2 ans avec le PSG, et il enchaîne avec le Bayern Munich. C'est plutôt pas mal, Yass. Hein. Ouais, on la relance pour les autres, nous. C'est ça qui est bien. Euh, C'est pas mais le même coup, tu vois, on le laisse partir et puis il explose en Bundesliga. C'est incroyable. ouais. Non, mais en fait, le Bayern, bah, de toute façon, je rejoins ce que dit Alex, c'est-à-dire que déjà, le milieu Kimmich, Goretzka, c'est quand ils sont tous les deux aptes, c'est clair que c'est très fort parce que, tu vois, c'est pareil, la légende. Tu peux pas gagner la Ligue des Champions, ou tu peux pas aller loin, ou tu peux pas être costaud avec deux milieux défense, avec seulement deux milieux. Bah, évidemment qu'ils l'ont prouvé, puisque de toute façon, l'année où ils battent Paris, ils jouent comme ça avec quatre attaquants. Muller, Lewandowski, Coman, Gnabry. Donc voilà, donc à un moment donné, bien sûr que tu peux, quand tu as des joueurs aussi forts, aussi intelligents, Kimmich qui peut jouer défense centrale, milieu défensif, latéral droit, enfin bref, voilà. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Et ce que dit Alex, c'est vrai, parce qu'on voit bien la différence, mais après, ils ont aussi un vrai vécu, les deux. Par exemple, quand Sabitzer joue, on voit bien que c'est pas la même fluidité, c'est pas la même chose. Alors, c'est un très bon joueur, Sabitzer, mais c'est pas du tout la même chose que le rapport Kimmich-Goretzka. Tu as l'impression ils ont même pas besoin de se parler, quoi. Ils se comprennent, ils jouent. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble, et ça se ressent. Après, pour l'attaque, c'est encore ça. Et moi, je pense que, en fait, en termes d'individualité, je ne dis pas le Bayern est plus fort ou le PSG est plus fort. Je pense que des deux côtés, on a des très bons joueurs individuellement. Je pense que la vraie force du Bayern, c'est d'être plus imprévisible que le PSG. Parce que, on l'a vu dans les compos déjà qu'on a montré avant, mais pour ceux qui suivent encore une fois le Bayern, tu peux jouer donc avec Mané en neuf, Moussiala sur un côté, Moussiala derrière l'attaquant. Tu peux jouer avec Muller derrière l'attaquant. Tu peux jouer avec Gnabry à droite, mais des fois Gnabry à gauche. En fait, il y a plein de choses qui peuvent te perturber parce que c'est pas la même chose. Quand tu joues avec Coman à droite, c'est pas avec Coman à gauche. Quand tu joues avec Gnabry à droite, c'est pas avec Gnabry à gauche. Et quand tu joues avec Moussiala sur un côté, c'est pas Moussiala dans l'axe. Et en fait, ce Bayern-là, il a cette force-là, c'est que tu peux pas te dire. Tu vois, le PSG, c'est presque plus lisible. C'est-à-dire qu'il y a le talent individuel qui peut faire la différence, les échanges, la technique et tout, mais c'est presque plus lisible. Le Bayern, à un moment donné, ils peuvent te poser des problèmes parce qu'il y a des choses qui se passent. Quand tu mets Muller derrière l'attaquant, tu ne mets pas Muller, c'est pas Moussiala. Voilà. Et donc, tu poses des problèmes différents aux équipes que tu affrontes. Et pareil avec les joueurs de côté, tu as Sané aussi, parce que je l'ai oublié. Tu as Sané. Voilà, il y a plein de choses dans l'animation offensive du Bayern qui, qui peuvent te poser problème déjà au début du match, mais même dans le coaching ou les permutations après dans le match, ça te pose d'autres problèmes. Voilà. Et c'est ça la force du Bayern. Tu vois, tu disais tout à l'heure Choupo, oui, Choupo, alors en ce moment très bien et tout, tu peux marquer avec des centres. Maintenant, tu peux aussi à un moment donné plus jouer avec Choupo et mettre Mané et jouer sur des échanges un peu plus courts à l'intérieur du jeu. Il peut se passer plein de choses. Et je pense que au-delà des individualités, c'est vraiment ça la force du Bayern. Et le PSG, moi je l'ai dit souvent, ce qui manque au PSG offensivement aujourd'hui pour être régulier, on va dire. Alors, il y a l'efficacité, parce qu'on a vu que ça manquait d'efficacité, mais il y a surtout cette variété d'attaques qui n'est pas assez présente pour poser différents problèmes aux adversaires. On l'a vu d'ailleurs, Euh, je prends juste vite fait, c'est fini. Benfica, par Rapidement, exemple, parce qu'à 13h30, on doit arrêter, ouais, donc ouais, ouais. on a encore d'autres sujets Benfica, à Yass. Benfica, par exemple, ils ont très bien défendu contre le PSG. Alors, un peu parce que le PSG, en match retour, s'est dit, bon, le nul, ça nous arrange et tout, mais aussi parce que c'est trop lisible, en fait. Et quand Benfica était en place, bah, ils n'ont pas été en danger. Un dernier mot rapide, messieurs. Je te pose la question, Alex. Selon toi, ça va être quoi la clé pour le PSG pour cette double confrontation, déjà pour éviter de prendre des buts? Est-ce que Galtier doit insister vraiment pour le coup sur le bloc équipe et surtout le travail des trois de devant? Parce qu'encore une fois, hein, les vagues offensives du Bayern, comme vous l'avez bien dit tous les deux, c'est une équipe qui est prête à prendre des buts si elle en inscrit plus que l'équipe adverse. Est-ce que ça va être ça la clé? Est-ce que ça va être le bloc équipe du PSG, Alex? Bah, déjà que tu as des problèmes défensifs, te dire ok, je vais régler mes problèmes défensifs contre le Bayern, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées.
C'est pas contre le Bayern que tu vas réussir à te rassurer. Donc, j'irais peut-être plus dans l'idée d'assumer encore un petit peu plus. D'assumer encore un petit peu plus. Pourquoi pas revenir avec cette défense à 3 et que tes pistons puissent vraiment s'éclater et continuer de mettre le trio devant dans les meilleures conditions et assumer totalement ce risque et jouer également sur les faiblesses du Bayern. Pas mal d'équipes ont mis le Bayern en difficulté en championnat en ce début de saison. Faut pas l'oublier. Donc, moi, je dirais insister encore plus offensivement et essayer pour le coup d'y aller. Ok, on en prend un, on en prend deux, c'est pas grave. On essaie d'en marquer trois, on essaie d'en marquer quatre en fait. On assume. On assume, et puis nous, en tant que. Bon, après, vous êtes supporters, donc certainement que vous aimeriez peut-être une qualif un peu plus tranquille, mais nous, en tant que spectateur, tu vois, on prend notre popcorn et on regarde, quoi. Eh oui, vous n'allez pas souffrir comme nous. Non. Nous, on risque de souffrir. Oh, écoute, moi, Vas-y, mon rapidement, club vas-y. souffre contre Slovako et le Partizan Belgrade en Conference League. Donc, te plains pas trop, s'il te plaît. Oui, on parle Juste de vite fait l'OGC là-dessus, Nice, là. juste pour aller dans le sens d'Alex, le déséquilibre, il peut être assumé aussi parce qu'il n'y a plus l'histoire des buts à l'extérieur. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que d'entrer au match aller, tu peux te permettre de gagner 4-3. En fait, c'est pareil qu'un 0. Avant, tu le disais, 1-0, c'est très bien, on ne prend pas de but et tout. Maintenant, tu gagnes 4-3 ou 1-0. En fait, on s'en fout. C'est l'écart qui est important plus que le nombre de buts que tu vas encaisser. Donc, c'est peut-être aussi le moment de te dire dans un match comme ça, d'assumer ce déséquilibre, quitte à prendre des buts, parce que ces buts n'ont plus la même importance qu'auparavant. Il y a Redil Sauvage qui nous dit, je pense que le Bayern a plus de facilité à créer du danger dans plus de secteurs de jeu, alors que notre équipe, bah, ça passe rarement sur les côtés et beaucoup dans l'axe et les duels aériens seront inexistants. On a Emilio qui nous dit une bataille au milieu, les latéraux vont devoir sortir les ballons. Euh, et on a Board Gamer qui dit j'ai pas vu Hakimi s'éclater dans la défense à 3. Ça, il a pas tort et c'est vrai que Non, mais normalement c'était un. Alors, j'ai dit pour qu'ils puissent s'éclater. J'ai pas dit que c'était une obligation et qu'ils allaient forcément s'éclater. Mais enfin, Hakimi, on le connaît. On sait très bien que Hakimi, pour qu'il performe, il faut qu'il joue dans un rôle de piston. Nuno Mendes, lui, il a réussi à s'adapter. Maintenant, qu'il joue piston, qu'il joue arrière latéral, pas de problème, parce qu'il est arrivé très tôt au PSG et que Pochettino l'a longtemps aligné à ce poste-là. Donc, du coup, lui, il a réussi à s'adapter, puisqu'il est encore jeune. Pour Hakimi, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres petits soucis? Est-ce qu'il ne serait pas en perte de confiance? Tout ça, ça ne se limite pas qu'au positionnement pour Achraf Hakimi. Mais en tout cas, si tu veux le mettre dans les meilleures conditions, tactiquement, je pense, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Yacine, d'un point de vue tactique, mais clairement, ce n'est pas en le mettant arrière latéral pur que tu vas en tirer toute la carte essence. Ouais, le truc, c'est que il y a ça, il y a le positionnement, ça c'est clair, et on l'a dit plein de fois. Mais je pense aussi que c'est surtout une question d'animation, c'est-à-dire que plus il part bas, lancé, mieux il est. Et le problème, c'est de trouver l'équilibre avec l'animation du PSG, en fait. De pouvoir jouer des transitions rapides sur justement Hakimi qui partirait lancer. Ce que le PSG a du mal à faire parce que ça manque, enfin, parce que les trois de devant se cherchent trop à l'intérieur du jeu, trop souvent. Voilà. Eh ben, merci. Je pense on a fait le tour sur cette rencontre. Mais de toute façon, on y reviendra après la Coupe du Monde. On verra avec les forces en présence. Et puis, on essaiera de débriefer quelques matchs du Bayern juste avant les huitièmes de finale. Un mot avant de passer au PSG Auxerre. On dira un mot rapide, mais un mot si on peut avoir le reste du tirage, Yacine. Merci. Bon, j'imagine que déjà la rencontre Liverpool-Real Madrid, ça vous fait saliver d'avance, messieurs. Alors toi, Alex, je sais que ton cœur balance, parce que d'abord, tu es d'origine portugaise, tu as aussi bossé chez RMC et tu as commenté beaucoup le championnat portugais. Un mot sur le FC Porto face à l'Inter et le bon tirage de Benfica, hein, qui a hérité de Bruges. Est-ce que pour toi, enfin, déjà le Porto, c'est un peu plus compliqué avec l'Inter, même si l'Inter, cette année, c'est pas comme la saison dernière, mais est-ce qu'ils ont une chance d'arriver en quart de finale pour toi, Alex? Bah, pour moi, c'est ouvert pour les deux clubs portugais. Je suis plus confiant pour Benfica, qui est dans une dynamique ultra positive, qui a un jeu absolument incroyable et qui nous a montré vraiment de très belles choses dans cette phase de poule. Et qui, sans vouloir faire offense à Bruges, qui est un club qui bosse bien et qui propose du jeu et qui a montré de belles choses également, mais qui, je pense, hérite quand même que Benfica hérite quand même d'un tirage un petit peu plus facile. Porto, après,
c'est une équipe qui a mal commencé son championnat, mais parce qu'ils ils ont perdu Vitinha, ils ont perdu Fabio Vieira, qui étaient vraiment les deux créateurs de la saison dernière. Fabio Vieira qui est parti à Arsenal. Et il a fallu les remplacer avec des moyens limités. Et donc, les nouveaux ont mis un petit peu de temps à s'adapter. Mais là, ça y est, ça se voit avec des mecs comme Eustachio, comme Galeno, que ça va de mieux en mieux. Ils ont perdu Luis Diaz également au cours de saison l'année dernière. Mais là, ça y est, cette équipe de Porto est bien montée en puissance. Et on l'a vu notamment sur la phase retour de cette phase de poule de Ligue des Champions, que Porto revenait très très fort. Ils en ont collé 4 à Bruges. Ils ont battu l'Atlético. Enfin, vraiment, ils ont fait une très très belle fin de parcours. Et j'ai l'impression que collectivement, cette équipe est plus intéressante que l'Inter. Après, en face, ça reste l'Inter et tu as une équipe qui, sur le papier, est certainement supérieure. Il y a des joueurs individuellement qui sont supérieurs. Mais collectivement, on sent que c'est pas dingue quoi, cette saison. Donc pour moi, c'est ouvert, c'est du 50-50 et il y a la place pour Porto et pour Benfica. Je pense que Benfica et Naples sont 2 équipes qui devraient nous faire des jolis petits parcours cette saison, hein. Ils ont le niveau et ils ont pour l'instant en tout cas le tirage pour. Ah, on a perdu Mousse. Ouais. Je vais prendre la Bon, suite. ouais, vas-y, hein. Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur On est le fait souvent que. d'accord quand même, je trouve. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi sur bon, déjà Benfica. Ouais. Parce que je pense que même si Bruges propose du jeu, etc., on a vu déjà les 2 derniers matchs de poule, ça a été un peu plus compliqué. Je pense que sur la durée, c'est des équipes qui ont aussi du mal à tenir le rythme et c'est déjà presque un exploit d'être d'être en 8e. Et je vois moi aussi Benfica passer. Porto, je suis d'accord parce que Porto. Après, c'est bon, comme d'habitude, on va parler maintenant et il va se passer en plus cette année la Coupe du Monde. Oui, il peut se passer beaucoup de choses, Euh, hein. Il y a quand même plusieurs voilà. mois qui vont se passer. L'analyse sera très probablement différente la veille du match, hein. Voilà, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que cet Inter, je le trouve pas monstrueux, je le trouve pas intraitable. Voilà, il y a des faiblesses, il y a des choses qui vont pas forcément. Et effectivement, je pense que Porto a une vraie carte à jouer parce que voilà, cet Inter-là, moi, enfin, l'année dernière, par exemple, je l'ai trouvé beaucoup plus impressionnant. Cette année, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. Même, tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé de Skriniar. Pour ceux qui regardent l'Inter, quand tu regardes Skriniar cette saison, je le trouve moins impressionnant, moins. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, Porto, en plus, comme tu dis, ils ont perdu des joueurs et le temps de se remettre en route, etc. C'est en train de reprendre. Et dans 2 mois, franchement, ils ont une carte à jouer. Tu vois, c'est un tirage qui est quand même plus intéressant Enfin, plus intéressant, plus abordable qu'un Liverpool, qu'un Real, qu'un City. Donc voilà, moi, je vois. Enfin, Porto, je les vois bien. Et comme tu disais, pour aller jusqu'au bout, euh, c'est vrai que si Naples continue sur ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en termes de jeu, en termes de contenu, etc., avec l'efficacité qu'ils ont souvent eu cette saison, ça peut être un peu l'équipe, tu sais, un peu l'Atalanta des dernières saisons. Ouais, L'équipe Atalanta, ou tu vois, un petit parcours face au Ajax 2019, là, Voilà, tu vois, voilà, ouais, je pense que ouais. ça se joue entre Naples et Benfica, tu vois, pour un petit parcours comme ça. Mais c'est clair, parce que Naples, vraiment, c'est. Puis c'est beau à voir jouer. Honnêtement, si tu prends du plaisir quand tu Clairement. les regardes jouer. D'ailleurs, ce que je disais il n'y a pas longtemps, quand tu vois Anguissa, ce qu'on lui a fait faire à l'OM et ce qu'il est aujourd'hui, Ah, la c'est progression, c'est un délire, hein. impossible. Franchement, surtout Non, mais qu'en c'est pas plus, tu vois, toi possible. qui en plus qui est formateur, tu vois, c'est que Mm. putain, c'est tellement dur de progresser d'un point de vue technique. Tu vois, tu peux progresser physiquement, Mhm. tu peux te muscler, Ouais, ouais. tu vois, tu peux ça, c'est quelque chose que tu peux travailler. Tu peux progresser tactiquement, mieux comprendre le jeu, tout ça, c'est un truc que tu peux faire. Mais progresser d'un point de vue technique, Mm. c'est hyper dur et vraiment, tu prends Zambo Anguissa à l'OM, qui t'envoie des parpaings là, en finale de Ligue Europa. Et le Zambonguissa aujourd'hui, mais même celui qu'on a vu Ouais, à Villarreal, à Fulham, déjà, il avait cette qualité-là. Tu te dis, mais c'est quoi cette progression de fou, quoi, vraiment? ouais, c'est clair. Je suis désolé les gars, hein, je sais pas si vous m'entendez bien. Non, Nous, c'est t'entends. bon. J'ai pris mon téléphone finalement, trop de bugs. Donc je pourrais pas lire les commentaires, Yacine, s'il y en Ouais, a. je vais t'en lire un qui va te faire plaisir. C'est Bon que bah oui. Crocadile qui dit Mousse, il est parti sur un autre live. Ah mais c'est une catastrophe. Je suis vraiment désolé parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de connexions. Les mecs me disent Wanadu, tout ça. Mais les gars, je suis en fibre, c'est ça le pire. Non seulement j'ai la fibre, mais en plus j'avais branché le câble Ethernet et je sais pas du tout ce qui se passe. Mais je crois que dorénavant je vais le faire avec mon téléphone, donc ça a l'air de Attends, t'es mieux en fonctionner. fibre et en Ethernet et ta connexion saute. C'est super bizarre, gros.
Bah, je sais pas T'es du tout. sûr Je sais que, pas. Alors, peut-être que tu payes un abonnement FIB, mais peut-être qu'ils te l'ont mis à l'envers et ils t'ont laissé en 56K, hein. C'est quand tu même. crois qu'ils m'ont peut-être qu'ils me l'ont mise et effectivement, je suis peut-être en ADSL. Mais non, non, Ah, c'est vraiment la fibre, hein, mais mais en vrai, essaye de il voir, tu faut. vois. Peut-être appelle-les, c'est parce Ouais. que c'est quand même super bizarre, là. Parce que là, de ce que tu me dis, t'as le setup nickel pour streamer en top qualité, quoi. Bah, normalement, oui, c'est ce que je pensais. Alors après, je pense pas que ce soit mon ordi, parce que l'ordi il est tout neuf. En Je l'avais plus. acheté la semaine dernière, donc je pense pas que ce soit l'ordi. Mais écoute, je sais pas. Mais je pense que dorénavant, je vais pas prendre de risque. Je vais prendre le téléphone, parce que normalement avec le téléphone, tu me diras Yacine, hein, tu verras si c'est mieux pour pour les gens qui nous écoutent. Donc on a parlé un peu des clubs portugais. Évidemment, l'affiche, il y a Liverpool, Real Madrid. Je sais pas si vous en avez parlé. Il y a aussi Borussia Dortmund, Chelsea, qui est pas mal. Pour vous, clairement, le favori cette saison, Alex? Le favori à la victoire finale? Ouais, Manchester City, à un moment donné, il faut la gagner, quoi. C'est plus ouais, possible. Alors, déjà, tu as un collectif de malades que tu as peaufiné depuis je sais plus combien d'années. Je sais plus, il arrive à quelle année déjà, Guardiola? 2016, je crois. 17, ouais. C'est bon, 17, ouais. ton collectif, tu l'as peaufiné, tes idées sont parfaitement assimilées. Il te manquait une chose, c'était un grand neuf. Tu l'as avec Erling Haaland. Maintenant, let's go. Va la chercher parce que là, ça commence à faire long, tu vois. Donc, oui, Manchester City pour moi. ouais. C'est vrai qu'avec Erling Haaland, Yacine, là, normalement, il a plus d'excuses. Et en plus, il a pas un mauvais tirage pour les huitièmes. Ça peut faire mal cette année, City, Yass. Ouais, 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 mais pareil que les autres, c'est-à-dire que le retour de la Coupe du Monde va être aussi important pour eux. Ouais. Même si Haaland ne fait pas la Coupe du Monde, mais les autres, oui. Donc, Ça va lui faire bizarre, Yacine, de s'entraîner avec, avec la réserve Hollande, un joueur de cette qualité bah, après, qui va pas à la Coupe du Monde. Hein, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais, mais mais c'est ça va lui clair. donner un D'ailleurs, avantage. d'ailleurs, Ouais, c'est vrai. d'ailleurs, pour ceux qui ça intéresse, en fait, bah, il y a tellement d'internationaux à City qui vont à la Coupe du Monde que, bah, vous savez que Troyes fait partie du City Group. Donc Troyes, ils partent en stage 10 jours à City, heu, pendant la reprise là. Donc du coup, je pense que c'est aussi pour avoir un groupe de joueurs professionnels, plus important parce que sinon ils vont s'entraîner à 4,5 je crois pendant 1 mois et Bah ouais, demi. c'est ça. Ils vont se faire des Euh, duels là entre Mama Baldé et Erling Haaland là, des Ouais. duels de titans colossaux là, ça va être drôle. donc vous êtes tous d'accord hein, sur City, qui est le favori pour remporter cette édition de la Ligue des Champions. Le Liverpool-Real, c'est un peu dommage hein, d'avoir quand même deux grosses équipes directement en huitième de finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y a un gros qui va sauter dès le départ. Même si Liverpool est peut-être un peu moins bien, on a vu la défaite à Naples pendant les phases de poule, Alex. Le Real, on connaît, hein, même si ça joue un peu moins bien, même si ils sont un peu critiquables, etc. Ils ont toujours cette force mentale pour aller au bout. Est-ce que tu crois qu'ils sont quoi? Ils sont rassasiés le Real et peut-être qu'ils passeront pas les huitièmes cette saison avec tout ce qu'ils ont gagné les saisons précédentes? Non, je pense pas qu'ils soient rassasiés parce que ça reste un effectif très jeune déjà, tu vois, des Tchouaméni, des Camavinga, tu vois, des Vinicius, c'est des mecs qui ont encore la dalle et qui ont encore des choses à prouver, des Rodrigo, des Valverde. Non, non, ça, je me fais pas trop de soucis d'un point de vue mental. Je me fais peut-être plus de soucis d'un point de vue physique. Tu vois, par exemple, déjà Benzema, on sent que ça fait quand même pas mal de mois, déjà la saison dernière, qu'il tire sur la corde physiquement. Dans quel état il va revenir de la Coupe du Monde? Et sachant qu'il n'y a pas d'alternative en neuf, ça peut être compliqué pour le Real. Et pareil, si tu commences à avoir un ou deux blessés, tu vois un Tchouaméni ou quoi, ça peut devenir compliqué. Après, ça reste ouvert, quoi. Ça reste très ouvert. C'est du 50-50. Allez, peut-être 55-45 pour le Real. C'est le tenant du titre. Et je pense que leur équipe est un petit peu un peu mieux bâtie, mieux en place que ce Liverpool qui se cherche encore, qui se reconstruit un petit peu petit à petit. Puis est-ce que voilà, Liverpool apparemment qui pourrait être vendu, les joueurs qui sont pas en forme, notamment derrière tout ça, est-ce que le climat est au top pour performer? Je sais pas. Mais d'un autre côté, tu te dis bon bah cette équipe-là est déjà larguée en PL, donc certainement qu'ils vont vouloir un petit peu rattraper leur saison en jouant la Ligue des Champions à fond, tu vois. Et puis c'est le Real en face. Je pense qu'ils ont un peu tu vois, ils ont un petit peu la haine contre le Real. Je pense qu'ils aimeraient bien la prendre en fait cette revanche après toutes ces défaites. Donc en vrai, ça va être hyper intéressant à suivre. Allez, Yacine, pour conclure sur la Ligue des Champions.
Mais écoute, sur moi, je le. m'en fous qu'il y ait deux gros qui s'affrontent et qui quittent la compétition tout de suite. Nous, tous les ans, on se tape des gros. Donc, ils ont qu'à se fracasser entre eux. Et nous, on va ramasser les miettes. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Allez, juste pour finir, je voulais juste votre avis. Il y a un dernier match de Ligue 1, en tout cas bah, pour toutes les équipes, mais notamment le Paris Saint-Germain qui jouera dimanche à 13h au Parc des Princes face à Auxerre. Je te demande d'abord ton avis, Alex. Tu vois, c'est le dernier match avant que les internationaux partent à la Coupe du Monde. J'imagine que certains joueurs ont peut-être déjà demandé peut-être à ne pas jouer. On risque de voir vraiment une équipe qui aura beaucoup, beaucoup tourné. Le PSG est invaincu en Ligue 1. Comment tu vois les choses et est-ce que pour toi c'est normal que Galtier voilà, ne prenne aucun risque, enfin, ou que les joueurs demandent à Galtier que Galtier dise oui? Je le dis, hein, c'est pas propre au PSG. Hein. Non, Je non, pense que dans tous les clubs ça va être à peu près pareil. bien sûr. Bah, Benzema Mais avec le qu'est-ce que Real, par exemple. voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, c'est logique et c'est normal qu'on préserve aussi les joueurs pour une compétition comme ça? Ou bien Oui, il faut ça se vraiment. comprend. Ça se comprend, surtout qu'en plus, tu reçois Auxerre, qui est quand même catastrophique depuis le début de la saison et Bah ouais. qui va galérer pour son maintien. Je suis franchement pas convaincu qu'ils vont réussir à se maintenir, à voir avec leur nouveau coach, mais j'y crois pas des masses. Et honnêtement, tu vois, qu'un Messi, qu'un Neymar demande à être mis au repos pour être sûr de ne pas être blessé sur ce match-là. Enfin, t'es le PSG à la maison. Normalement, tu n'es pas censé avoir peur de recevoir Auxerre, même avec Hugo Ekitike et Carlos Soler devant. Tu vois, faut pas déconner. Normalement, tu as les moyens et tu as les remplaçants pour pouvoir performer sur ce genre de match-là, même sans tes stars, quoi. Sinon, sinon, à quoi sert le coach? Sinon, à quoi sert le coach? Si le coach n'est là que, si les résultats ne sont là que quand le coach a toutes les stars à disposition, bon. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, après, ça peut aussi permettre de faire jouer les jeunes. Hein. Comme tu dis, c'est au Cerf, c'est au Parc des Princes. Par exemple, on peut imaginer un Zahir Emery au milieu de terrain, Ekitike titulaire après sa Oui, première et puis titularisation tu vois, c'est face à pas une Lorient. finale non plus, tu vois. Même au pire des cas, tu fais un mauvais résultat contre Auxerre. Allez, admettons, Auxerre arrive à accrocher le nul. Et ton titre, il est pas condamné pour autant, quoi, tu vois? Ça va, tu vois? Tu pas grand-chose à perdre, quoi. Franchement, non, non, pour moi, il y a pas de débat à avoir là-dessus, parce qu'en plus, c'est des choses qui ont été très claires. Par exemple, là, Messi, c'est quelque chose qu'il a dit en arrivant au PSG, quand il a négocié son contrat. L'Argentine, ça doit penser avant tout. Il est en fin de carrière, il va absolument gagner un mondial avant de terminer. Tu vas pas lui dire: «Ah non, non, frérot, là, tu as un match contre la JOC, la terrible la JOCR là, on peut pas se passer de toi». Non, un petit peu de sérieux, un petit peu de sérieux. D'ailleurs, l'Argentine qui sera privée de Giovanni Lo Celso, hein, l'ancien Parisien hein, qui est forfait pour la Coupe du Monde. Yacine, même question, mais j'imagine que tu es assez d'accord avec Alex. Hein. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que des internationaux au PSG, donc tu ne pourras pas faire tourner toute l'équipe. Bon, j'imagine, par exemple, pour le poste de latéral gauche, vu que Bernat ne sera pas sélectionné, on peut l'imaginer. Enfin, pour toi, tu imagines quelle équipe dimanche, Yacine, face à Auxerre? Alors déjà, Auxerre, vu que le nouvel entraîneur est un adepte du football offensif, je pense qu'ils vont venir avec 19 joueurs dans la surface de réparation. C'est ce que c'est. Non, mais en fait, j'imagine une équipe en fait, où tu sais quoi? Bah, tu vois, je vais prendre l'inverse de Galtier. D'habitude, Galtier, il dit, «Je mets la meilleure équipe, j'espère qu'ils font la différence et après je fais tourner». Bah, moi, je serais lui, je ferais l'inverse. C'est-à-dire que je dirais aux joueurs: «Voilà, en gros, on va vous protéger. Évidemment, si le match tourne un peu bizarre, eh ben, tu peux peut-être faire rentrer Neymar, Mbappé 30 minutes. Mais si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Et je pense que si tout le monde joue le jeu, bah, tu n'en as pas besoin. Et comme tu dis, il y a beaucoup d'internationaux, mais il y a quand même Donnarumma qui ne fait pas la Coupe du Monde, il y a Verratti qui ne fait pas la Coupe du Monde. Au Il y a milieu, Bernat qui ne sera pas sélectionné, voilà, Ruiz, Bernat, Ruiz qui ne sera pas sélectionné non il y a plus. Mukele. Voilà, il y a Mukele, ouais. Mukele. Devant, même s'ils sont sélectionnés, c'est des joueurs aussi qui ont besoin quand même de jouer. Sarabia, Solaire, etc. Donc, ce n'est pas un problème. Et Kitike, voilà, tu peux quand même jouer contre Auxerre avec cette équipe-là. Peut-être pas tous les remplaçants, mais voilà, d'en mettre 3 ou 4. Et puis de te dire, ben voilà, en cas de problème, si vraiment il faut aller chercher à un moment donné une victoire, tu peux peut-être faire rentrer Neymar et Mbappé. Et puis s'il n'y a pas besoin, et ben, voilà, vous êtes au frais pour partir tranquille. Est-ce que Yacine, tu peux voir si le son, tout va bien, si Là, ça va, il n'y a pas de commentaire pour l'instant sur le son, donc Non, c'est je tout pense va qu'en bien. bon, fait, Yass, le souci, c'est que tu as ton retour, je pense qu'il est dans tes haut-parleurs, non? Parce qu'en fait, on s'entend un petit peu parler. Ouais, On a un léger écho. il y a un petit écho. Ouais. Ouais. Mais Après, bon, c'est ça pas va. très grave. Non, bah, tu vois, le son, nickel. Donc c'est bon. bon, bah écoute, bah, la prochaine fois, je le ferai avec mon téléphone et puis comme ça évitera les, ça évitera les coupures.
Donc, si j'ai bien compris, Yacine, voilà, ça va tourner, c'est pas très gênant, il y a de quoi faire quand même malgré tout. Et tu l'as dit, en plus, c'est vrai que les Italiens ne sont pas à la Coupe du Monde. Comment il s'appelle? Je le disais, hein, Bernat ne sera pas sélectionné, Ruiz non plus. Et puis, ça peut permettre aussi, je le disais à Alex, peut-être de titulariser certains jeunes, Yacine, hein. Je Ouais, non, pensais mais notamment à Zahir Emery, parce que voilà, c'est un joueur qui est plein de qualité. Et face à une équipe comme Auxerre, je pense qu'il a largement les moyens de pouvoir jouer 90 minutes face à cette équipe-là. non, mais bien sûr, ça te permet aussi d'emmagasiner un peu d'expérience, et cetera. Mais surtout, c'est que, enfin, faut bien se rendre compte que, alors, c'est quoi déjà en temps normal, le dernier match comme ça, à une semaine, parce que je rappelle qu'il n'y a pas 3 semaines, mais une semaine avant la Coupe du Monde, il y a des joueurs qui vont pas aller dans les duels, qui vont esquiver, qui vont pas vouloir se blesser, et cetera. Mais en plus, la blessure de Sadio Mané de cette semaine, elle est dans la tête des joueurs, hein. C'est-à-dire que c'est Ouais. un joueur important qui va manquer la Coupe du monde parce qu'il a joué mardi, en championnat et qu'il s'est blessé. Donc tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le PSG qui paye leur salaire et tout, mais ça reste des êtres humains. Sadio Mané, gros joueur, il va peut-être, parce que c'est pas sûr, manquer la Coupe du monde. Pour un match de championnat mardi, tu gagnes 6-1. Bah, évidemment que les mecs, ils vont se dire: «Attends, mais qu'est-ce que enfin, je vais pas me prendre la tête, moi». D'ailleurs, Messi, il a commencé à dire: «Ouais, j'ai mal au tendon, machin», la semaine dernière. Voilà, moi, je le dis franchement, je les mettrais sur le banc. Et Voilà. puis aussi, Et juste, à la si je peux limite me permettre de rajouter un truc, vas-y, vas-y, quel vas-y. message t'envoies à tes remplaçants si même à une semaine de la Coupe du Monde, sur un match contre Auxerre à En domicile, plus. avec des titulaires qui ne veulent Ouais. pas jouer, tu insistes quand même. Ça veut Mmh. dire que tes Ekitike, les Sarabia, des joueurs comme ça veut dire que vraiment, non, non, vous, vraiment, je vous considère vraiment trop mauvais pour pouvoir battre Auxerre à la maison. Enfin, les mecs, tu les flingues. En fait, limite, tu Non, es mais c'est clair. obligé d'un point de vue management de faire jouer ces mecs-là. Je veux dire, si tu les fais pas jouer Surtout, maintenant, tu les Alex, fais jamais jouer. je pense que tu vois, les joueurs qui vont jouer le dernier match face au CR, ce sera sans doute les mêmes qui joueront le premier match à la reprise, peut-être pour faire souffler ceux qui reviennent de la Coupe du Monde. Donc ça peut être aussi intéressant pour eux. Et un dernier mot, je voulais te poser la question, Alex, sur la colonie portugaise du PSG, celle qui sera en Coupe du Monde. On sait que Danilo Pereira, maintenant, il est titulaire en défense centrale. Pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. Ils partent pas forcément dans l'esprit du sélectionneur titulaire. Je pensais à Vitinha et Mendes. Je connais pas très bien l'équipe nationale portugaise, donc c'est pour ça que je te pose la question, Alex. Oh, nous non plus, on la connaît pas très bien. On, Peut-être que vous la comprenez pas très bien, peut-être. on a quand même du mal à comprendre ce qui se passe avec cette équipe parce qu'on a potentiellement l'un des plus beaux effectifs de l'histoire de cette sélection et au final, on a l'un des jeux les plus pitoyables de l'histoire de cette sélection. Ça va un petit peu mieux depuis le barrage, enfin le barrage contre l'Italie. Ça va un petit peu mieux. Il y a quelques nouveautés qui sont arrivées, notamment au poste de gardien de but à Diogo Costa, qui est quand même assez phénoménal. Voilà, tu as des petites choses qui vont un petit peu mieux et peut-être un petit peu plus de jeu, mais ça reste pas non plus super convaincant. Les Portugais du PSG, effectivement, Danilo s'est bien installé en défense centrale. Fernando Santos, qui se foutait de la gueule de Thomas Tuchel quand il le faisait jouer en défense centrale, je pense qu'il peut lui dire merci parce que quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de l'équipe de France, tu vois, il y a vraiment une carence au poste de défenseur central. Et du coup, Danilo qui s'est imposé dans ce rôle-là, au final, ça nous enlève une belle épine du pied parce que Pep, qui certes a toujours le niveau malgré sa quarantaine, se blesse très souvent. Donc tu peux pas compter sur lui. Donc Danilo, clairement, il sera titulaire, ça, il n'y a pas trop de soucis. Vitinha, c'est un joueur qu'on aimerait bien voir un petit peu plus en sélection, mais bon, il y a énormément de monde au milieu, il y a énormément de concurrence. Et Fernando Santos, un peu comme Didier Deschamps, hein, si tu fais moins de 70 kilos, c'est compliqué. C'est quand même très très compliqué, tu vois, il y a un petit souci. Donc tu as peut-être plus de chances de voir un Renato Sanchez qu'un Vitinha, tu vois, par exemple. Voilà, mais on va voir, il y a la sélection qui va tomber ce soir-là, il me semble vers 18h45 si je dis pas de bêtises. On va voir un petit peu et on espère qu'ils vont réussir à nous proposer quelque chose. On parlait de Messi tout à l'heure qui veut absolument gagner cette Coupe du Monde avant de prendre sa retraite. Ronaldo, je pense que c'est pareil. Et ça serait dommage que ça se termine dès la phase de poule, quoi. Mais c'est compliqué et Surtout, paradoxal en même temps de te dire qu'avec une équipe pareille, avec autant de talent, de n'être même pas serein de passer la phase de poule. C'est quand même très triste. après, Ronaldo, voilà, fin de carrière un peu dommage pour la légende CR7 et ce qui s'est passé cette saison à Manchester. Après, c'est aussi un peu de son fait à lui, hein. Voilà, il n'a pas été non plus super professionnel. Il a tout fait pour arriver à Manchester United. Et puis, quand il a vu qu'ils n'étaient pas qualifiés en Ligue des Champions, il a tout fait pour en partir.
J'imagine qu'il y a quand même une vraie déception du côté des supporters de Manchester, mais bon, on verra comment la saison se finit. Bah, je voulais vous remercier, surtout toi, Alex, hein. Je pensais plus t'avoir avant ton départ au Japon. D'ailleurs, t'en es où? Ça avance cette Ouais, histoire? bah écoute, c'est bon, ils ont accepté ma demande de visa, j'ai plus qu'à le récupérer, donc Génial. ça c'est bon, et je pars donc début janvier pour une petite année là-bas. Mais après, ça n'empêche pas, il faudra juste s'arranger au niveau de l'horaire, tu vois, mais s'il y a besoin, je pourrais toujours passer, il n'y a pas de souci. Je suis sûr que tu auras une meilleure connexion que moi du Japon. Ah, en même temps, J'en doute Tokyo, pas. niveau connexion, je pense que ça va, ça devrait aller. Je pense que technologiquement, il n'y a pas trop de problème là-bas, ouais, ça va. Ah bah, écoute, on se fera un live depuis Tokyo, puis comme ça, tu nous raconteras un peu tes premiers mots. Avec C'est archi plaisir. intéressant. Voilà, c'est une culture incroyable, la culture japonaise. Donc, j'imagine que tu vas kiffer, et puis bah, tu nous raconteras tout ça. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, bonne chance aussi au Portugal, hein, pour cette Coupe du Monde, même si voilà, toi, tu es franco-portugais, je suis franco-marocain. Bon, Yacine, il est franco-algérien, mais bon, l'Algérie n'est pas qualifiée. Allez, Ah, la petite balle perdue au passage, hein, bien sûr. Obligé de la faire gratuit tout le temps, mais c'est bientôt fini, c'est de vrai toute que façon. à chaque fois, le pauvre, j'en mets une, alors que voilà, c'est un vrai supporter des Fennecs. Évidemment, je plaisante, hein, mais bon, c'est Je comme sais. ça, hein, ça s'est joué sur le terrain sportivement. Donc, écoute, ils seront là pour la prochaine Coupe du Monde. Merci à tous ceux qui étaient sur Twitch. Vraiment, encore désolé, je pensais que j'allais pouvoir régler en branchant directement sur la box. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc, promis, la prochaine fois, j'utiliserai mon téléphone parce que j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux que le téléphone. Donc, je vais mettre l'ordinateur de côté, puis comme ça, au moins, on n'aura plus de problème de connexion. Et puis, de toute façon, on fera un live pour le dernier match, hein, face à Auxerre. Et puis ensuite, lors de la Coupe du Monde, on en fera un maximum. Et ça se trouve, peut-être l'occasion de revenir une dernière fois, Alex, hein, c'est possible, hein, pour débriefer quelques matchs de la Coupe du Monde. Il y a quand même quelques belles Avec affiches. plaisir. Donc, merci. Voilà, j'espère bien, j'espère bien. Merci à tous, merci Yacine, merci Alex, merci à tous ceux qui étaient présents sur le chat. Vous étiez encore en moyenne 150 sur les lives, ce qui est quand même pas mal. Et puis, comme je vous le dis, rendez-vous après PSG OCR, dimanche ou lundi, on verra. On vous dira ça sur les réseaux. Merci encore, merci à tous et à bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.